j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, sache que j'ai déjà lancé l'enregistrement parce que... Non, mais je vais rien... Bonjour. Je vais rien garder de ce qu'on a dit là pour l'instant, c'est juste que je trouve ça toujours très gênant le moment où la personne arrive et le moment où je dois faire bon bah c'est bon, c'est parti, tu vois. Maintenant, c'est pas la vraie vie. Voilà, donc je le lance toujours un peu avant. Parfait. Et après j'enlèverai machin, mais bon voilà. C'est drôle. Du coup, bah ok, fais voir, parle un tout petit peu juste pour Bonjour, voir. je m'appelle Virginie. Ouais. Je vais essayer de parler avec mon accent québécois, Ouais. mais compréhensible D'accord. quand même, parce que je veux pas avoir des preuves de moi qui parle avec un petit accent de même. Franchement, on a eu Philippe Audrey et Oh François boy. Bellefeuille. Ouais, mais Philippe Audrey, son père est français, là, il est capable de... Non, il avait un gros il a accent rien québécois quand même. adapté. Puis Non. François, ben non. Ouais, François Bellefeuille aussi, il avait un Ouais. bon accent. Et les gens ont compris, donc il n'y a pas de Les problème. gens ont compris, parfait. C'est audio total. C'est audio total, oui, non, il n'y a pas de caméra. Super bien joué. Moi, j'aime pas Moi trop. non plus, parfait. Ben, Du coup, moi, je voulais juste commencer en disant, et comme ça au moins la gêne sera passée, mais que je suis fan. mais voyons. Non, en vrai, et en mode, il y a les fans de la première heure, j'imagine, mais moi, je suis un fan des dernières heures parce que je t'ai découvert mercredi, Ah, c'est vrai. Puis là, t'es devenu fan automatiquement. en 4 jours, vraiment. Donc voilà, donc Mon c'est Dieu, gênant, mais au moins merci. c'est dit parce Ben, que... c'est gênant pour qui? Pour nous deux, je pense. Je sais pas, mais je voulais le dire dès merci. le début parce que ça allait peut-être se ressentir ensuite et au moins comme ça c'est dit. Ben, Et- c'est très flatté. Non, Merci. c'est vrai, hein, genre, enfin, voilà, ça m'a beaucoup fait rire et c'est rare, tu vois, on fait beaucoup de plateaux Ouais. et c'est rare maintenant quand on est dans le fond de rigoler, tu vois. Ouais. Et là, quand je t'ai vu à Topito, j'ai vraiment, j'ai été comme un spectateur, quoi, tu vois ce que je veux Ah, dire? mais là, merci, c'est donc ben fin, ça. C'est super. Voilà, c'est donc au vraiment moins comme ça cool. c'est dit. Et comme je t'ai gêné, j'ai une petite histoire pour commencer. C'est Ok. assez marrant, je l'ai gardé pour ce podcast. Parce qu'on a gardé, à la fin du Topito, il y avait un peu d'argent qui restait. Ouais. Tu sais, j'ai dit, je le prends pour le donner à des Oh. gens qui en ont besoin. Il y Oui. avait quelques pièces. Il y avait genre 4,50 € en pièces de 20 Oui. centimes, 50 centimes et 1 euro. Et du coup, j'avais ça dans ma poche arrière et je cherchais quelqu'un à qui le donner. Mais tu sais, c'est rare d'être dans la position de chercher quelqu'un à qui le donner. D'habitude, il te trouve tout seul. Voilà, oui. et puis c'est le moment où t'as rien, où t'as quelque chose. Mais Ouais. là, je cherchais et je trouvais pas. Et au bout de 10 minutes, je vois une femme qui est seule près d'un distributeur automatique, etc. Donc je dis, bah, allez, c'est le moment. Et elle m'a rien demandé, mais j'y vais parce que voilà. Et je lui tends les pièces dans la main. Et là, la femme me dit, ça va être plus cher, mon chéri. Et, Oh mon Dieu! et Ah, je vais non! donner 4,50 € à une prostituée. Voilà, donc voilà. Et Ça du va coup, être plus cher, mon chéri. ça mais ça a été un des moments les plus gênants de ma vie, je pense. T'as dit, ben, je voulais juste un bisou. Non, j'aurais dû dire ça, putain. Non, franchement, je te jure, ce que j'ai fait, c'est... J'ai pas parlé, je crois. Enfin, j'ai repris l'argent. Oh non, t'as repris? Enfin, elle me l'a rendu. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, Ouais. mais tu vois, il y a eu le truc de argent rendu. Et après, j'ai marché vite, un peu comme Michael Cera dans Superbad. Tu vois, vraiment un truc gênant, tu vois, de... Ok, il faut que je m'en aille. Et je regardais un peu autour de moi parce que j'avais peur qu'il y ait son Mac, en fait, qui me soit à côté, Et du coup, voilà, du coup, j'ai trouvé quelqu'un Oui, après. mais moi, ça m'est déjà arrivé à Toronto. On est dehors avec des amis et puis il y a quelqu'un qui s'approche pour me demander du feu. Mhm. Mais moi, je pensais qu'il voulait de l'argent. Puis j'y ai tendu 2 Oh là dollars. là, c'est horrible, hein. Il a fait non, du feu. J'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire là? Mais C'est comment tu t'en l'enfer. sors à ce moment-là? Ouais, c'est ça, hein. C'est l'enfer. Mais non, mais ça va, c'est pas grave. Après, là, je veux dire, la limite est vraiment mince entre les vêtements usagés que les jeunes cools portent. Ouais, c'est vrai, hein. Puis un SDF, des fois. La limite est mince. La limite est mince, mais Je là sais entre pas une ici, prostituée et un SDF, Ouais. peut-être que là j'ai été trop loin, quoi. Non, je sais, mais ça partait de quelque part de beau puis de bon. J'ai l'impression. Mais là, là, il est où, là, le 4,50, le 4,50 Ouais, c'est- bah, après, j'ai- Ouais, là, j'ai tu l'as donné, j'ai tu distribué l'as ensuite, oui, oui. Parfait, bien joué. Non, On non. t'a donné beaucoup de pression quand même de faire une belle action avec l'argent de tout. Non, mais on le fait de temps en temps. Mais bon, là c'était la nuit et tout. Ouais, non, bon, bref, techniquement, je suis allé au pute, quoi. Voilà, c'est ça c'est Ben, ça le. presque. Donc voilà. Bon, bref, alors toi, du coup, la France, c'est la première fois que tu viens pour jouer en France, c'est ça, non? C'est la première fois que je viens faire du stand-up en France. Et alors? OK. J'étais déjà venue faire de l'impro. D'abord, moi, Tu m'avais dit, ouais. fait beaucoup d'improvisation. Fait que j'ai fait le tour un peu de la France avec l'impro. Le stand-up, c'est la première fois. Moi, j'avais... vous avez quand même une réputation de pas être les publics les plus chaleureux. Mhm. Je pèse mes mots, là. Ouais, je comprends. Mais je dois dire que j'ai vraiment... À date, j'ai surkiffé! Ok. Non, C'est français de dire ça, c'est pour ça que tu le Ouais, dis comme c'est ça? pour ça que je le dis comme Ok, ça. ok. C'est nouveau. J'ai jamais autant dit truc de toute ma vie non plus. Ok. Truc, le mot truc, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on Ah dit. oui? Ben, on dit truc dans le sens une astuce, là. Ok, Tu sais, dans le il sens. y a un truc. Ouais.
Puis des trucs, on le dit, on sait ce que ça veut dire, mais jamais... Ouais, il y a un truc. Là, je dis tellement un truc, je dis truc comme si c'était mon travail, mais bref, non, ça va super bien à date. J'aime beaucoup ça. OK. J'aime plus ça que je pensais, je crois. Paris me stresse un peu, là. Je parle la ville, là. Je parle pas les gens. Ben non, mais les gens font partie de la ville, mais il y a quelque chose de... Mais c'est marrant parce que là, dans les derniers podcasts que j'ai eu, il y a eu Guillermo Guis, Thomas Wiesel, j'ai eu Marina Rollman il y a longtemps qui est passée, et en fait, tous les francophones non français qui viennent à Paris me disent la même chose. Ouais. Ah ouais, c'est quand même... Et t'as réussi à analyser pourquoi? C'est oppressant, je pense. Tout le monde est pressé, tout le monde... Ben, il y a du monde partout. Puis les gens, il y a comme pas de structure là dans le métro. Les gens entrent comme... Il y a pas... Ouais. Mais on a ça chez nous aussi, mais comme il y a moins de monde, la seule personne qui décide d'entrer dans le métro avant de laisser les gens sortir, tout le monde la trouve conne. Mais ici, tout le monde rentre. Je sais pas, il y a quelque chose de stressant. Je pense aussi que ça m'insécurise de... Moi, j'ai un sens de l'orientation assez cool. Là. Ça va d'habitude, normalement. Ici, je sais jamais je suis où. Sais. Puis en plus, tous les coins de rue, il y a une brasserie. Fait qu'on peut pas se repérer avec la brasserie. On peut pas faire comme « Ah oui, ça, c'est la rue, la brasserie en coin. » Non, il y a des brasseries à toutes les intersections, des cafés. Tout est comme pareil, mais différent. Non, c'est l'enfer. Mais là, je suis arrivée la semaine dernière, puis je me disais « Ah, non, j'aime pas ça, c'est stressant. » Mais là... Tu prends goût? Ouais, là, je me suis comme habituée. Tu vas commencer à rentrer un peu dur dans le métro et tout. Ouais, non, mais c'est ça. Des fois, je suis tout le temps soucieuse d'être super polie. Pardon. Puis là, maintenant, je suis comme... J'ai pas à dire pardon à personne, moi. On y prend goût vite, hein? Ouais, je comprends comment les gens deviennent comme ça. Il y a quelque chose de stressant. Ça a été ma première expérience parisienne. Je suis arrivé à Paris pour la première fois il y a à peu près 10-11 ans. Et ma première expérience, c'est j'arrive vraiment de la gare et il y a une dame qui a une valise très lourde et qui va descendre des escaliers pour aller dans le métro. Et je lui prends naturellement, mais même sans lui demander, quoi. Tu sais, parce que moi, mais moi, c'est comme ça qu'on faisait. J'avais un village de 800 habitants, enfin, tu vois. Il y a ce truc de, je lui prends et elle m'a chopé le bras, mais elle a crié en mode, qu'est-ce que tu fais? Je vous aide. Ok, pardon. Et c'est ma première expérience de Paris, donc tu vois, j'ai dû m'y faire vite, mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu... Ben, c'est sûr que quand on se fait, tu sais, on se fait dire, quand tu essaies d'aider quelqu'un puis tu te fais revirer de bord, ça donne plus envie d'aider. Non, là, la prostituée, tu as essayé de donner de l'argent à une prostituée. Non, mais... Ça, c'est mais là, je dois dire que, pour vrai, je suis arrivée pleine d'appréhension. Ben, en fait, l'appréhension, je fais pas des appréhensions, mais juste un petit stress de faire, c'est pas mes outils naturels, de venir faire du stand-up ici, tu sais, chez moi, ça va... Je suis bien installée, je suis à l'aise, je sais que tous les mots que je vais dire, tout le monde va les comprendre. La rythmique de mes blagues, je la connais. Puis là, d'arriver ici, on dirait que j'ai comme presque le même coffre à outils, mais il y en a quelques-uns qui sont genre différents. Mais ça fait du bien, ce petit stress, non? Ça met un peu de... Non? Moi, j'adore. Un peu de fraîcheur? Oui, j'adore. J'adore le... Ben, ça dépend. Des fois, j'aime le petit stress qui... Le petit stress qui te met super focus, là, qui te met... Mais le petit stress qui vient du doute, je l'aime moins, là, celui-là. Mais je pars souvent du Québec pour aller faire des blagues ailleurs, parce qu'au Québec, tu sais, bon, c'est pas tout le monde qui me connaît, mais le milieu me connaît, je suis quand même bien établie. Il y a comme des attentes qui viennent avec ça. Ouais. Puis moi, j'aime la surprise, j'aime causer la surprise. Ça fait combien de temps que t'en fais, là, du stand-up? Ça fait 8 ans que j'en ai fait pour la première fois de ma vie. La première fois que j'ai fait du stand-up, c'était à Toronto, en anglais. OK, t'as commencé en anglais. Okay. Ouais, ben, encore parce que déjà, je faisais de l'improvisation à Montréal, puis je voulais pas... j'habitais à Toronto aussi pendant 1 an, mais je faisais de l'impro à Montréal, puis je voulais pas faire du stand-up là-bas, parce que je me disais, si je suis nulle... Les gens vont savoir, tu sais. Puis en impro, ça va, ça allait bien, j'étais une bonne joueuse d'impro. Puis on dirait que j'aimais mieux me casser la gueule devant des gens dont je me contre-torche. Ça veut dire que je m'en fous. Je me contre-torche. Mais donc, j'ai commencé en anglais à Toronto, puis j'ai aimé ça. Puis quand je suis revenue à Montréal, sporadiquement, j'ai commencé à faire du stand-up. Puis, mais tu sais, ça fait... Ouais, attends, ça, c'était 2010 que j'habitais à Toronto. Ouais, fait que ça fait 8 ans que j'ai commencé, mais régulièrement, je dirais 6 ans. OK.
Et puis que j'en vis vraiment, ça fait 4-5 ans, là. Ouais, ça fait 4-5 ans. Ok, donc oui, tu as quand même, parce que quand tu parlais, tu as ton rythme, etc. C'est que oui, ça vient quand même d'un travail. Là, ça fait 5-6 ans que tu sais à peu près ce que tu fais, quoi. Oui, mais on évolue constamment. Oui, bien aussi. sûr. Bien sûr. Ce que je faisais il y a 5-6 ans, je veux pas le renier, mais c'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Oui. Tu sais, j'ai commencé à faire du stand-up, puis on commence à faire du stand-up, on essaie, on sait pas. Moi, j'écrivais des blagues. Des fois, j'écrivais des blagues vraiment méchantes, vraiment... c'était gratuitement méchant parce que, tu sais, le choc, la surprise, choquer les gens, ça crée le rire. Mais après, j'ai commencé à regarder de plus en plus de stand-up, puis j'ai je sais pas, j'ai changé, j'ai évolué, tu sais. Ouais. Je comprends, j'en suis à un stade là, moi, où je me suis dit très récemment que c'était horrible parce que j'en suis à un stade aujourd'hui, moi ça fait 2 ans et demi, et du coup j'en suis à un stade là où ce que je fais sur scène, normalement faut que je le déteste dans 3-4 ans. Ouais. Et c'est horrible quand tu t'as ça en tête et que tu joues et que tu fais ouais, mais ce que je suis en train de faire là en fait, c'est ce que je suis obligé de détester dans 3-4 ans. T'es vraiment, mais qu'est-ce que je fais du coup? C'est trop bizarre d'être là. Non, mais faut pas que tu le détestes parce que c'est nécessaire que tu le fasses, tu sais. C'est formateur quand même que tu le fasses. Faut pas renier ces blagues comme tu dis, mais... Mais non, je les renie pas, mais après, des gens pourraient venir me voir, me dire Virginie, t'as fait déjà Kevin Hart là, qui n'animera pas les Oscars à cause d'un tweet homophobe qu'il a fait. En 2010, ouais. Ouais, bon, moi, on pourrait peut-être me ressortir des blagues comme ça, mais genre, je suis prête et disponible à complètement m'en excuser et puis trouver que moi non plus, que ça n'a pas de bon sens de faire une blague comme ça. Mais après ça, quand tu commences, on dirait, tu sais pas, t'essayes des affaires, c'est des essais et erreurs, puis j'ose espérer que ce que je fais en ce moment, je vais être 1000 fois meilleure dans 10 ans, tu sais. Sarah Silverman a dit un truc comme ça, qu'elle est contente qu'il y ait des trucs sur Internet qu'elle regrette, parce que ça montre que ce qu'on pouvait dire à l'époque, ça évolue, et au moins ça montre aux gens ce qu'on pouvait dire en 2010, on peut plus le dire aujourd'hui. Exact. Et du coup, elle est contente que ça existe, même si elle le regrette, elle est contente que ça existe. Il faut se permettre d'évoluer, puis il faut être capable d'avouer nos erreurs. Après, j'ai rien dit de super grave, là. oui, non, j'imagine. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des blagues où les gens pourraient me dire, bon là, Virginie, tu t'agis comme si t'étais moralement supérieure à tout le monde, mais il y a 6 ans, t'as dit telle chose, tu sais. Mais c'est normal d'évoluer, puis tu n'auras pas honte de tes blagues. Il y a des blagues que je faisais il y a 5-6 ans que je fais encore ici pour... Je les fais plus au Québec, mais ici, j'ai ressorti quelques petites blagues parce que... Et alors, quand on sort des vieilles blagues, ça fait plaisir aussi? Ouais, mais ça fait plaisir parce que ça fait longtemps que je les ai faites. T'as l'impression de sortir un best-of? Non, mais j'ai l'impression d'être Radiohead qui chante Creep, tu sais. Ok, je comprends. Non, mais devant un nouveau public qui l'aurait jamais entendu. Ouais, je comprends. Mais moi-même, j'avais plus envie de faire ces blagues-là. Puis d'abord, il y a plein de gens qui les avaient entendues. Mais là, en arrivant ici, je savais que ça prenait quelques petites blagues pour aller chercher les gens avant de commencer dans mon matériel que je fais aujourd'hui. Le matériel que je fais vraiment aujourd'hui dans mon spectacle, je pense que c'est faut me connaître, mais faut un peu savoir qui je suis puis qu'est-ce que je fais pour je comprends, pour l'accepter tout de suite. Sinon, je pense qu'il faut que je convainque avec quelques petites blagues comme je vous prends maintenant, faites-moi confiance, vous pouvez rire de ce que je vais dire. T'sais. Je comprends. Mais là, du coup, tu vas donc parce que là, du coup, le podcast il sortira malheureusement mardi ou mercredi, donc vous aurez mon spectacle loupé. A super bien été à la nouvelle scène. C'est hyper scène. bien passé demain. J'avais un spectacle lundi, le 10, hier. Bon, Exactement. Le temps passe bizarrement. Ça doit être le jet lag, mais du coup, comment on envisage de faire 1 heure en France? Là, tu vas parce que je vois que c'est de ton flyer avec ton titre de ton spectacle actuel, mais tu vas faire ton spectacle actuel que tu fais au Québec ou tu vas l'adapter et tu rechanges ton heure là? Je fais le spectacle presque tel quel, à quelques adaptations près, c'est-à-dire des références québécoises, tu sais, l'équivalent d'un chanteur qui se trouve plus cool qu'il est, mettons. Ouais. Moi, je pense qu'on devrait avoir un dictionnaire des références pour les stand-up français, québécois ou de la francophonie. Si tu cherches un chanteur qui fait rire, tu dis Patrick Fiori, ça fera rire tout le temps. Oui, Patrick Fiori, bon, mais vois-tu, on le connaît chez nous aussi. Ah ben, il est québécois, non? Oh non, je pense qu'il est français, mais tout le monde essaye de se le... Personne ne veut l'assumer. Il est peut-être... On se refiler Patrick Fiori de pays en pays.
Ah, je pense qu'il est suisse. Pauvre Patrick. Non, Patrick Fiori, ben, en tout cas, pour moi, il y a un accent européen. Oui, là. Peut-être qu'il se le ok. donne. Mais c'est comme Lara Fabian, elle est belge, bon. Mais elle a tellement travaillé au Québec que j'ai l'impression que des gens pensent qu'elle est québécoise. Ok. Mais ça prendrait vraiment, je pense, un dictionnaire. Ouais, mais c'est là, ça va. J'ai adapté grâce à mon amie Yacine Bellous qui s'est assise avec moi, à qui j'ai demandé... ben c'est ça fait des questions bizarres là. Qui est vraiment homophobe? Je Qui comprends. Ok, donc Yacine a été le traducteur. Ouais, c'est une bonne. Ben oui, mais après ça, si personne ne comprend rien, je veux pas que les gens pensent que c'est Yacine qui est responsable de mon français. De toute façon, ceux qui écoutent ont loupé ton spectacle Oui, puisqu'il exact. sort mardi. Et du coup, après t'avoir vu à Topito, j'ai regardé vraiment beaucoup de vidéos, enfin des vidéos qui étaient disponibles de toi qui font du stand-up, et dont le passage dans Derrière un micro au Oui, Québec. oui. Et en fait, c'est assez fort, c'est que tu commences en parlant d'espace, de machin, d'infini, Ouais. de la mort. Enfin, et c'est toi qui ouvres le show avec des grandes notions comme ça, Oui. et avec tout un passage en plus à un moment donné où tu te fous à côté du micro comme un espèce Oui. d'effet assez. Et putain, c'est en première, etc. Faut être sûr de soi quand même. Hein. Ben, en fait, il faut s'en foutre complètement, je pense. En fait, bon, j'étais super contente qu'on m'invite sur ce Gala. truc-là. Je savais pas quel numéro faire. Je savais que... Bon, il y a un numéro qui s'appelle Féminazie que j'allais faire ailleurs. Je pouvais pas le faire à Canal+. Puis là, mon spectacle commence avec un numéro sur l'espace où est-ce que j'essaie de faire réaliser aux gens qu'on est dans l'espace. Là, je pense que c'est une... Non, mais c'est un vertige à travers lequel tout le monde passe, mais Ouais. on arrête d'y penser parce que justement, c'est un vertige. On est comme, non, c'est pas grave. Faut que j'aille travailler. Mais... Et puis là... Garou flotte dans l'infini. Oh. Non, mais il y a des phrases incroyables. Franchement, c'est des citations. Mais bon, bref, Ah, vas-y, mais vas-y, vas-y. merci. Mais, puis... Et ils m'ont demandé de faire ce numéro-là. C'est le numéro qui commence... ben, Ah, ils t'ont demandé de Non, faire ils m'ont demandé de faire un numéro sur ce show-là. Puis ça, c'est le numéro qui ouvre mon spectacle. Mon Ok. spectacle commence comme ça. Parce que le spectacle, c'est quand même une longue construction. Là. On part de l'espace et puis on zoome tranquillement Ok, ah, c'est cool. Ok. sur les problèmes de la planète Terre. Mais... et puis quand j'ai vu... Quand Navo puis Kian m'ont dit j'étais première, j'ai fait « Êtes-vous certain? » Ouais. Parce que c'est quand même particulier. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus qu'un 7 minutes de blague avant. Puis ils étaient comme « Non, pas de problème. » Et finalement, à ma grande surprise à moi, parce que moi, je pensais aussi que j'allais installer une ambiance étrange, Mhm. tu sais. Reste que c'est vrai que c'est un peu intangible puis flottant, là, ce numéro-là. Il y a c'est un peu philosophique. J'aime dire que mon spectacle est philosophique, mais en fait, c'est parce que c'est le seul mot que je trouve pour le décrire, à part drôle. Mais j'avais peur, puis finalement, ça a tellement bien été. C'était genre, je suis sortie de scène, puis j'étais comme, c'est pas normal. Mais en vrai, j'ai regardé le gala il y a pas longtemps. T'as vraiment installé le mood de la soirée en fait en passant en première. C'était vraiment intéressant. Ben, mais merci, mais en plus, moi, Navo puis Kian, ils me disent ouais, non, ça va parce que ça va vraiment installer le mood de la soirée, justement. Les gens vont être prêts à entendre toutes sortes de blagues. Puis moi, j'étais comme, êtes-vous sûr? Parce que moi, je l'ai fait des fois isolée dans des bars avec 5, 6, 7 humoristes, là. Puis si c'est le premier numéro de la soirée, les gens sont comme, Wow. j'aurais dû fumer du weed. Mais non, mais finalement, ça a été comme un charme. Ça a Non, vraiment c'était bien hyper été. bien. Et puis, alors, dans ce passage-là, il y a quand même des. Enfin, il y a des moments, par exemple, il y a des phrases qui n'ont pas forcément fait rire le public, mais moi qui m'ont tué en mode quand tu dis la NASA en a fait un métier de pas en revenir de l'espace. Moi, Oui. ça, c'est une phrase qui me fait vraiment beaucoup rire, par exemple. Et je trouve qu'il n'y a pas eu de rire nécessaire. Et ce que j'ai trouvé fort dans ce passage aussi, c'est que quand tu veux un peu d'argent et tout, et on va pas aller sur toutes tes blagues, hein, t'inquiète pas, mais Mhm. tu arrives quand même à faire rire en installant ce cliché qu'il y a des gens qui gagnent, qui sauvent des vies, qui gagnent moins que des footballeurs. Ah, j'avais oublié. Et c'est des phrases, je trouve, qui sont, tu sais, qui est entendues autre part, c'est assez bateau, tu vois. Oui, Ouais. c'est vrai que c'est horrible, mais machin. Et toi, t'arrives à créer une ambiance où cette phrase a un sens et un impact, quoi. Donc c'est intéressant, quoi. Mon Dieu, merci. C'est une Non, analyse c'est marrant. profonde de quelque chose. C'est drôle parce que, ben, tu sais, genre, moi, je l'analyse pas, mon stand-up, là. On fait les Oui, choses oui. qui partent de l'intérieur. Mais des fois, mon spectacle est pas... Des fois, j'ai peur que les gens soient... et qu'ils soient pas déprimés par mon spectacle parce que c'est un humour très cynique quand même, là, je pense. Ouais. Mais des fois, c'est vrai que j'aime avoir un humour qu'on dit un peu engagé, là, mais moi, je pense que l'humour, ça sert à vraiment rire des travers de la société. Puis maintenant, on en a fait une espèce d'arme où on rit des plus faibles que nous, souvent. Tu sais, souvent, Ouais. l'humour, ça va être juste de...
on dirait que l'humour est devenu une espèce d'arme des institutions là, supérieures. Puis maintenant, l'humoriste, au lieu de rire au-dessus, il rit en dessous, tu sais. Ouais, c'est intéressant. Et puis moi, je riais en dessous. Puis c'est ça, les blagues dont je te parle, que je renie pas, mais que je comprends pourquoi je les ai faites, mais je les aime plus particulièrement. C'est parce que maintenant, je veux rire au-dessus de moi, tu sais. Je veux pas rire de quelqu'un. T'en as pris conscience quand de ça? J'en ai pris conscience, mon Dieu... Quand j'ai commencé à faire du stand-up, j'adorais Anthony Jeselnik, qui est un humoriste américain qui vraiment il fait dans l'humour très noir, puis son écriture est tellement structurée. C'est comme apprendre l'humour avec cette écriture-là, c'est parfait. Il fait beaucoup de ce qu'on appelle des rieurs aveugles, c'est-à-dire il dit quelque chose, mais il te manque une information importante, et quand il va te donner cette information importante-là, là tu vas rire, et cette information importante est probablement très choquante. Non, mais... C'est vrai. Et puis là, maintenant, Anthony Jeselnik, je vois l'intelligence dans son écriture, mais je vois tout venir maintenant parce que je suis habituée à son écriture. Puis au début, je pensais que l'humour, c'était ça. Mais après, j'ai découvert Stuart Lee il y a peut-être 4 ou 5 ans. Stuart Lee, qui est un Anglais... et puis Bridget Christie, qui est aussi britannique et puis qui est aussi la femme de Stuart Lee. mais je pense, en ce moment, Stuart Lee est le mari de Bridget Christie dans mon cœur. OK. Non, mais j'ai connu Stuart Lee d'abord. C'est un peu le Jay-Z et Beyoncé de l'humour anglais, quoi. Exactement. Okay. Ouais. Non, parce ils sont quand même underground. OK. Ils sont vraiment... Ils sont pas mainstream, vraiment. Mais ils ont un following, ils ont des fans, ils vendent tous leurs billets de spectacle sans avoir à être partout à la télé. Et puis, un autre qui s'appelle Daniel Kitson. Mais quand j'ai découvert Stuart Lee, j'ai trouvé que c'était d'abord un essayiste et puis un génie qui est capable de faire passer des idées par l'humour. Puis j'ai été fascinée par ça. Son génie, son intelligence m'a frappée. Puis à partir de ce moment-là, moi, ce que j'admire chez l'humoriste, c'est son intelligence. Puis pas nécessairement que son humour soit intelligent, mais que son cerveau prenne des chemins que mon cerveau n'est pas capable de prendre tout seul, mais que mon cerveau est capable de comprendre. Puis, donc, quelqu'un peut faire de l'humour complètement absurde, puis mon cerveau n'est pas capable d'aller dans cette direction-là tout seul. Et là, donc, je suis fascinée. Stuart Lee, lui, fait un humour quand même, c'est pas du tout absurde, c'est très politisé, c'est très engagé, il y a une réflexion sociale, mais c'est tellement... bien articulé, c'est tellement bon, c'est un génie, là. Il est intimidant. Moi, je suis intimidée. Quand je vais voir un humoriste, j'aime pas me reconnaître en la personne sur scène. Moi, je fais partie des gens qui aiment être intimidés par la personne. Ouais, le côté identification, ça te parle pas tellement. Non, j'aime pas... Ben, après ça, je comprends. Il y a des raconteurs, parfois, où j'adore. Oui, quand t'es un bon raconteur, j'adore. Mais en ce moment, puis ça s'est appelé à évoluer, en ce moment, puis depuis 5 ans, j'admire vraiment les gens qui m'intimident dans la vie, là. C'est-à-dire que si j'ai croisé, je ferais comme... Vraiment. Et du coup, toi, ça a fait évoluer ta façon de vouloir faire toi sur scène, du coup. J'ai pas la prétention d'être capable de faire ce que Stuart Lee fait, sauf que je pense que depuis que j'ai découvert ça, il m'a fait beaucoup réfléchir, puis mon humour tend naturellement... T'sais, on a beau être unique et puis créatif, on est des éponges quand même à ce qui se fait autour, puis c'est normal, là, c'est 100% normal. Mais... ouais, Stuart Lee, Bridget Christie, Daniel Kitson ont complètement... je trouve qu'ils sont 10 ans d'avance sur tout ce qui se fait en humour. OK, c'est intéressant. Ouais, mais après, peut-être qu'ils voudraient pas accepter ça, là, ce compliment, oui, mais moi, je pense qu'ils sont vraiment d'avance. OK. Ouais, vraiment. Et du coup, toi, ça t'a poussé à essayer de dompter ton cerveau en mode quels sont les chemins que fait mon cerveau que les autres n'ont pas forcément, quoi. Mais après, déjà, quand j'ai commencé, je sais que j'empruntais des petits sentiers de la surprise. Là, j'étais capable de facilement aller chercher la surprise, justement, un peu comme Anthony Jeselnik fait, c'est-à-dire on pense qu'on pense qu'on est témoin d'une blague, mais finalement, c'était une toute autre blague, tu sais. Mais non, mais il m'a juste changé. Il m'a aidé à réfléchir, je pense. Il a changé... j'ai pas à me poser la question maintenant, je pense que... Ouais, je comprends. J'ai eu accès à sa forme... Puis j'ai lu tous ses spectacles. Tu lis les spectacles? Ben, en fait, c'est parce que lui... Il y a plusieurs spectacles à son actif et il y en a quelques-uns qu'il a publiés avec des annotations de pourquoi j'ai dit ça, non, lors de l'enregistrement, quelqu'un a dit ça dans le public, cette idée-là m'est venue de... Donc, c'est vraiment comme le cerveau au complet de Stuart Lee. Et puis moi, c'est ça, c'est la seule personne... Ben,
lui, Bridget Christie, Daniel Cazette, c'est les seuls, genre, que j'admire tellement, genre, j'essaie de ne pas mettre personne sur des piédestals, là, sur des piédestaux, un piédestal. J'essaie de mettre personne sur un piédestal, parce que j'essaie de me dire que je peux arriver à faire tout ce que ces gens le font. Mais eux, là, c'est difficile de pas me mettre en dessous. Et du coup, là, ça veut dire que t'étudies plus ou moins quand même. Tu vois, quand tu lis les annotations, les machins, en fait, c'est quasiment comme si t'étudiais un peu le... Ben, c'est un grand accès à un cerveau incroyable. Non, mais parce que moi, je fais un peu pareil, parce que je pense qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui font ça un peu naturellement, mais qui disent qu'ils s'en foutent du stand-up, et il y a ceux qui en consomment, regardent ce qui se fait. Mais moi, je regarde pas ce qui se fait du tout. Ok, tu regardes pas trop. Ok. Je connais presque rien. Ben, eux, je les suis assidûment. Mais puis Stewart, je voudrais l'étudier encore plus, mais j'ai tout lu là, j'ai tout lu ce qu'il a fait. Mais c'est vraiment pas tant de l'étudier, c'est vraiment juste ma curiosité par rapport à sa démarche, parce que je suis pas une geek de stand-up du tout. Ok. Genre, je suis pas tant le stand-up parce que j'ai peur des fois d'avoir une idée qui était pas mon idée finalement. Je comprends. Des fois, tu regardes du stand-up, puis dans l'année prochaine, tu as une idée. Là. Ah, ben c'est sûr. Tu trouves ça génial. Mais finalement, c'est une autre idée que quelqu'un a déjà eue. Il faut faire attention. Moi, en gros, je pense qu'il y a vraiment aussi deux catégories de personnes. Je sais pas dans quel thème, mais en tout cas, il y a ceux qui se sont lancés dans le stand-up parce qu'ils étaient vraiment marrants ou qu'ils avaient envie, en tout cas, de faire ça. Et il y a ceux comme moi qui ont été passionnés. C'est-à-dire que moi, quand j'ai découvert le stand-up, il y a en 2013, on va dire, 12-13. Il y a eu ce truc de ok, ça m'a fait péter le cerveau. Avant, moi, il y avait le foot qui était une passion incontrôlée parce qu'il y a eu la Coupe du Monde 98 quand j'avais 9 ans et du coup, c'est la petite enfance qui marche et je suis devenu un peu cinglé avec ce sport. Mais à part ça, j'avais jamais eu d'autres passions. Malgré le fait que j'ai pu dire de temps en temps que j'étais cinéphile ou que j'étais je sais pas quoi alors que je le suis pas du tout. Et du coup, le stand-up, ça a vraiment été un truc où j'ai consommé énormément stand-up. Et quand je me suis lancé, c'est parti de essaie parce que t'es beaucoup trop fan. Donc moi, il y avait pas ce truc de je crois que je suis marrant. Il y avait ce truc de il faut que j'essaye ce qui est ma passion parce que c'est accessible. Et toi, tu t'es lancé du coup. Ça a été la suite de l'impro en mode tiens, je vais prendre un micro parce que quand tu dis que tu faisais de l'impro avant, je trouve que dans le stand-up, il y a un côté pas anti-impro mais quasiment quoi. Tu vois, tu connais ton rythme parfaitement, tu connais tes blagues, tu sais là où ça doit tomber. Donc t'as quasiment fait tout le spectre, tu vois, de l'impro au stand-up quoi. Moi, c'est le contraire de toi. Ouais. Je détestais le stand-up. En fait, je connaissais pas ça assez pour aimer ça, mais j'arrivais avec mon... Mais tu connaissais assez pour le détester. Ben, en fait... Non, mais je suis pas sûre que j'aime ça encore. Ok. Je suis pas certaine. C'est drôle. Non, mais je suis pas certaine si j'aime vraiment le stand-up. D'accord. C'est très bizarre de dire ça quand même. Ouais. Non. J'aime en faire. Ok. J'aime en consommer certains. Mais je faisais beaucoup d'improvisation. J'ai joué pendant 10 ans à la Ligue nationale d'improvisation à Montréal. Et puis j'arrivais avec la confiance de l'improvisatrice où moi, je pensais que les improvisateurs, on est tellement meilleurs que les stand-up. Mm-hmm. Nous, on est capable de faire rire comme ça, spontanément. Puis les rares numéros d'humour que je voyais à la télévision, bon, d'abord, c'était dans des galas un peu formatés, fait que c'est sûr que c'était pas nécessairement le plus beau, le plus vivant, le meilleur du stand-up. Là, ça reste un peu télégraphié quand ça passe à la télé, puis il y a un gros décorum. Mais moi, je trouvais ça inintéressant. Et puis, au bout de quelques années... Je faisais de l'impro, je me demandais, bon, là, l'improvisation, ça me stresse plus, j'ai besoin d'un défi, tu sais, j'aime ça, être terrifiée à l'idée de faire quelque chose, on dirait. Et puis, l'impro, ça me suffisait plus. Je suis allée à Chicago faire de l'impro en anglais. Là, j'ai fait de l'impro en anglais, ça allait bien. J'ai fait, OK, j'ai compris. T'as un pro Chicago, là, c'est Kristen League, etc. Enfin, ouais, exact, je suis allée à Second City, c'est ouf, hein. Ouais, c'est cool, mais j'ai fait un stage de 3 mois, là, j'ai pas fait leur long programme, là, je suis allée par pure curiosité. Puis là, l'impro en anglais, ça allait. Après, je suis déménagée à Toronto parce qu'ils ont Second City à Toronto aussi. Et là, j'ai pris un cours de stand-up 101. Un cours du soir, là, c'est genre 3 heures semaine. Et puis, à la fin, il y avait un spectacle de stand-up parce que le prochain défi, après l'impro, là, je me disais, bon, là, Virginie, tu te trouves donc bien cool de faire... Tu penses que tu connais tout de l'impro, tu as fait le tour. C'est quoi le prochain défi? Le stand-up. Et puis là, quand j'ai essayé le stand-up, l'improvisatrice, trop confiante en moi, a fait comme, OK... C'est beaucoup plus difficile que l'impro, vraiment. Parce qu'il y a quelque chose de tellement vulnérabilisant dans écrire tes blagues à la maison, avoir les outils et la confiance pour te dire « Ouais, je m'en vais les dire devant les étrangers! » Et puis là, les dire devant les étrangers et puis faire « OK, moi, j'ai trouvé ça drôle, ça. Alors, vous allez trouver ça drôle. » Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai
j'ai tout de suite aimé ça et détesté ça. C'est-à-dire que je déteste ça avant de le faire. Avant de monter sur scène, même avant mon spectacle. Quoique maintenant, je suis de plus en plus à l'aise, mais avant de tester des nouvelles blagues ou avant de faire mon spectacle, je suis tellement stressée, là. Genre, je suis comme, pourquoi je fais ça? À quoi ça sert? Ça n'a pas rapport. Genre, je le déteste. Et là, j'arrive sur scène, puis la Virginie, version stand-up, est comme, OK, c'est pour ça qu'on fait ça. Ouais, je comprends. Ça va, tout mais va bien. Mais du coup, tu parlais d'étapes. Est-ce que là, c'est encore une étape ou est-ce que tu sens qu'il y a quand même un truc avec le stand-up qui fait que ça va te rester quand même? Ah ben non, ça va me rester, c'est ma carrière, là. C'est mon vrai métier. C'est ça maintenant. Non, mais tu vois. Mais oui, c'est mon vrai métier. Parce que tu t'es arrivé là-dedans parce que tu cherchais des défis. On pourrait se dire que peut-être que toi aussi, t'es quelqu'un qui. Enfin, une fois que t'auras peut-être sorti de special ou je sais pas quoi, quand ça arrivera, est-ce qu'il y aura ce truc de il va falloir que tu trouves autre chose ou est-ce que ça restera Constamment. Oui, mais ça, le stand-up, tu garderas le micro et le. Ben, tant et aussi longtemps que j'ai l'impression. Moi, j'ai pas l'ambition de faire le stand-up pour le restant de mes jours. Moi, j'essaie toujours de faire les choses que j'ai envie de faire pendant que j'ai envie de les faire. Puis j'ai la chance, l'entourage, la famille, le support moral qui m'a permis de faire ça. T'sais, c'est pas tout le monde qui a la chance de faire moi, je vais essayer des trucs. Non, mais j'en parle parce que moi, par exemple, c'est la première fois de ma vie que je fais quelque chose pendant plus de 6 mois d'affilée. Et tu vois, j'ai toujours abandonné les trucs très vite avec pareil ce côté de ça y est, ça m'ennuie ou ça y est, c'est je sais pas quoi. Et du coup, c'était pas artistique ce que je faisais avant, mais bon, il y avait ce truc de voilà. Et là, il y a ce côté de en fait, je crois que. Enfin, c'est pas une partie de ma vie, c'est ma vie en fait maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait un côté avant de ça, c'est une partie de ma vie et puis il y a d'autres choses, alors que maintenant, la comédie englobe ma vie. Et toi, c'est ta vie, genre. C'est pas trop de pression? Bah si, énormément, mais au moins Parce qu'après, si dans 5 ans, ça marche pas, puis que c'est ta vie, mais peut-être que tu vas t'en être tanné de tout ça. Peut-être que tu voudras plus faire ça. Bah je sais pas, je crois pas. Il y a ce truc de... Enfin, je sais pas, on peut pas savoir, mais il y a ce truc de... j'ai l'impression d'avoir été à la fois sauvé et à la fois effectivement doomed un peu, je sais pas, enfin tu vois, ce truc de, ok, j'ai l'impression d'avoir été sauvé à la fois, tu vois, de me dire, ok, bah je crois que j'ai trouvé un truc que j'ai envie de faire toute ma vie quoi. Après même si oui effectivement ça risque peut-être de pas marcher ou je sais pas quoi, mais il y a un truc de j'ai trouvé un truc qui me tient quoi. Mais c'est drôle parce que moi d'abord je veux faire ça tant et aussi longtemps que j'ai envie de faire ça, mais je peux pas savoir. C'est comme là je suis en tournée avec mon premier spectacle au Québec, puis je dois le tourner jusqu'à genre 2020. Puis en ce moment, j'ai déjà envie d'écrire le prochain spectacle. Tu sais, ça fait peut-être 45 dates que je fais au Québec, puis il m'en reste encore genre 100, ou je sais pas, là. Et puis je me dis comment je vais faire. Parce que j'ai déjà envie d'écrire des nouveaux trucs. Donc je sais qu'au moins pour les 5 prochaines années, j'ai encore envie de faire du stand-up. OK. Après, moi, j'ai le loisir de... Moi aussi, des fois, c'est quoi le verbe ici pour se tanner? Je me tanne. Je m'ennuie? Je m'ennuie. Mais ouais, je m'ennuie vite. Des fois, je fais quelque chose, puis là, j'ai plus envie. Ça m'arrive, mais là, j'ai la chance. Je me lasse, merci. Je me tanne, je me lasse, merci. Encore une fois, on aurait besoin du dictionnaire des références. Mais j'ai la chance de faire et du stand-up, puis je suis comédienne aussi à Montréal. J'ai la chance de jouer à la télé dans une série, puis d'animer une autre série télé. Fait, en ce moment, j'ai 3 trucs qui roulent, différents mais connectés, qui me permettent de... quand je me lasse du stand-up, ça va, j'ai autre chose. Puis quand je me lasse de jouer, ça va, j'anime. Quand je me lasse, j'écris. Donc, la roue pourrait continuer. Sauf que moi, j'ai aucun attachement au métier. OK. Dans 10 ans, si j'enseigne à l'école primaire, là, ça veut pas dire... Je suis pas malheureuse. Oui, je comprends. Tu sais... Puis en même temps, peut-être que c'est un mécanisme de défense pour me protéger, là, de ne pas me faire d'attente pour ne jamais être déçue. Ouais. C'est peut-être ça. Non, parce que je te crois quand tu dis que tu serais heureuse dans 10 ans. Mais après, je dis ça. Mais j'aime... Est-ce que ça je sais pas. En fait, je pense que le stand-up, c'est un truc, tu vois, à part des Eddie Murphy ou des Adam Sandler qui ont arrêté du jour au lendemain pour faire d'autres trucs. Et même Adam Sandler, il en est revenu, tu vois, il a sorti son special il y a pas longtemps sur Netflix, donc il en est revenu. Et il y a que Eddie Murphy, en fait, et Steve Martin. C'est les 2 seuls, je crois, dans l'histoire des grands stand-uppers qui ont marqué un peu sur les stand-up qui n'y sont jamais revenus, quoi. C'est-à-dire, ils ont dit stop et ils y reviennent plus, et c'est sûr à 100%, et on les a jamais revus. Tu vois, même Eddie Murphy, il est venu pour les 40 ans du Saturday Night Live, et au final, il a juste fait un discours de 2 minutes 30, mais il a même pas fait de blague, et il est parti, quoi. On sent que c'est fini, quoi. Mais à part lui, ils en sont tous revenus, quoi. Il y a ce truc de... j'ai l'impression que quand tu touches à ce micro et aux gens en face, j'ai l'impression que c'est...
autant je parle pour moi quand je te dis que je pense que je vais continuer, mais ça vient aussi d'une expérience, enfin j'ai vu ça empiriquement chez les gens, quoi. Je vois que les gens ils reviennent tous et qu'il y a un truc de c'est plus fort que moi, quoi. Mais c'est un peu de la drogue aussi, c'est pour ça, c'est de la même façon. Parce que moi, avant de monter sur scène, je suis comme oh non, je devrais pas, je veux pas. Et puis là, quand je le fais, je suis comme waouh, je dois leur faire de la même façon que c'est genre ce que je dis toujours. un addict, tu fais comme ah non, je veux pas boire. Exactement, c'est un peu ça. Hein. Je vais boire. Oh wow, mais ça fait ça. Mais après, quand t'as été Steve Martin, quand t'as été Eddie Murphy, genre, c'est quand même assez lucide de leur part de se dire, il y a des grosses attentes, c'est de la pression quand même, il y a des grosses attentes qui viennent avec la personne qu'ils ont été dans le passé. Et puis là, de revenir, puis d'être confronté à la déception des gens, sont plus comme avant. Puis après, t'as Jerry Seinfeld, que lui, bon, il fait la même chose qu'il y a 20 ans dans le fond, donc il... Et il l'assume, c'est drôle. Mais je sais pas, le stand-up, moi, comme ça n'a jamais été un rêve, là, j'ai jamais eu le déclic. La vie m'a simplement pointé vers le stand-up magiquement, là. Même que moi, je voulais être comédienne. Quand j'étais jeune, je voulais être actrice. J'ai étudié en théâtre d'abord. Puis après, à l'université, j'ai fait un bac. Nous, on appelle le bac à l'université, là, mais bachelor's degree en langue et en littérature. Puis je faisais de l'improvisation à côté, mais j'entretenais toujours le rêve d'être comédienne. Puis à un moment donné, j'ai commencé le stand-up. Et puis là, les gens... Ça marchait, ça riait. J'ai gagné en route vers mon premier gala Juste pour rire, qui est un concours télévisé pour faire son premier gala Juste pour rire. Et puis là, j'étais comme, allez. Je suis humoriste. Voilà. Je suis humoriste, ça y est. C'est fait. Non, mais alors que ça partait vraiment d'une petite curiosité, puis de juste un challenge, là, un défi que je me lançais. Puis je pense que je carbure aux choses qui me terrifient. Vraiment, là, plus je vieillis, plus je me rends compte que je me mets dans des situations où, genre... Il y a une Virginie qui veut plus du tout le faire, puis il y a une Virginie qui veut le faire. Je vais à chaque année, depuis 3 ans, à Édimbourg, au Fringe. Ouais. Je sais, toi, tu adorerais ça, aller là, t'es un fan de stand-up, t'es jamais allé voir le film? Non, pas encore, mais j'ai vu le documentaire d'Hannibal Buress dessus. Mais il faut que t'ailles, parce que je te jure, Louis, genre, toi, t'es tellement un fan de stand-up, puis tu suis ça, là, d'abord, tu exploserais, je pense. Non, mais... Parce que c'est vraiment nice et c'est terrifiant à la fois. Mais tu parles anglais en plus? Pas assez pour pouvoir jouer. J'ai déjà joué 4-5 fois en anglais, mais c'était pas... Non, faut déjà que je sois bon en français et après on verra en anglais. Oui, mais arrête, mais t'es bon en français, je vais dire. Il faut... Ouais, faut le voir parce que c'est formidable, c'est terrifiant. Il y a 1000 shows par jour. Moi, j'ai fait le Free Fringe. Là, les gens viennent gratuitement à ton show quand ils viennent. Des fois, il y a 3 personnes. Des fois, il y en a 32. Wow, c'est sold out. Mais... Et puis ça je sais pas, on dirait que c'est tellement un gros défi, une grosse peur, puis ça me confronte à des trucs que je vis plus au Québec, tu sais. Je vis plus ça de jouer devant 2 personnes. Mais là, on dirait que ça te repart à zéro. T'as ce truc de vouloir quand même avoir un peu peur, quoi. J'ai l'impression tout le temps. Oui, c'est ça. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Moi, je pense qu'il y a multi-Virginie, là. OK. Et, on est plusieurs. On est plusieurs à l'intérieur. Là, je m'excuse, je sais que c'est bizarre, mais... Et puis, non, mais on est plusieurs. Mais après ça, tout le monde est compartimenté. Je pense que tout le monde est fragmenté en plusieurs personnes. Puis ils sortent la personne dont ils ont besoin dans des situations données. Tu sais, quand tu vas au marché, justement, t'es pas le même Louis qu'avec tes amis. Bien sûr. Bon, mais la Virginie qui fait du stand-up et la Virginie tout en confiance, tout en puissance. La Virginie, dans la vraie vie, est un peu plus habitée par le doute. La Virginie comédienne, elle s'abandonne à des émotions que je pensais pas que la Virginie qui fait du stand-up rit de ça, elle trouve ça ridicule qu'on soit capable de s'abandonner comme ça, être trop cynique, tu sais. J'ai écrit un truc qui m'a plus ou moins sauvé un jour quand j'écrivais avant de faire du stand-up et c'était pas censé être drôle, mais c'était vraiment un truc qui m'a... C'est le jour où j'ai écrit... En fait, moi, j'ai un côté éponge un peu où un peu peut-être comme toi, ou en tout cas, c'est ce que tu disais, mais je m'adapte à chaque situation et tu vois, j'ai l'impression d'être une personne différente à chaque fois, etc. Et en fait, j'ai une petite crise de personnalité vers 22-23 ans en mode qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi, etc. Et j'ai écrit noir sur blanc, j'ai encore le cahier quelque part, mais j'ai juste écrit en fait ce que t'es, c'est d'être comme ça en fait. Oui, c'est pas parce que t'es pas plusieurs personnes, en fait c'est toi qui es toutes ces personnes quoi. Non, exact. Et en fait quand tu réconcilies tout ça, il y a un côté de ah ok ça va en fait. Oui okay, voilà, c'est pour ça que je veux pas que ça sonne bizarre que je dise non, que ça sonne pas bizarre du tout, je comprends d'autant plus que je l'avais écrit parce que t'es quoi. plusieurs personnes toi aussi, mais c'est normal. Après il y a des gens qui sont pas capables, tu sais, il y a des gens ah ouais mais lui il est ténébreux, il est timide, il parle pas beaucoup.
Ça me ferait chier de pouvoir qu'on puisse me résumer en 3 mots, ça me ferait chier en fait. Vraiment, je crois. Tu vois, tu viens de le dire et je crois que ça me ferait chier qu'on puisse me dire oui, bah il est comme ça et comme ça. Voilà. Ouais, mais après ça, moi je trouve ça cool. Non, là, il les y a un côté cool. J'ai des potes qui sont comme ça, Oui. mais moi ça me ferait chier d'être comme ça moi. Mais c'est vrai que quand moi aussi des fois je me demandais mon Dieu mais je suis qui parce que des fois genre je suis super 100% en confiance, bonsoir tout le monde, moi c'est Virginie, yeah. Et puis il y a des fois où je suis comme allô, non, mais je sors la Virginie dont j'ai besoin dans les situations données, puis ça fait que moi ma personnalité c'est une capacité d'adaptation je comprends, incroyable, c'est important. Dans les situations sociales, très habile aussi, alors que ça me prend une énergie quand même grave à l'intérieur là, de socialiser, mais je suis plus confortable d'être capable de le faire que de respecter la Virginie timide qui ne parle à personne, tu sais. Ça, j'ai un problème avec la sociabilisation en ce moment. C'est un des derniers trucs. Parce qu'à force d'être dans le stand-up et de plus trop voir de gens et tout, là récemment, j'ai fait pas mal de petites soirées avec des potes, etc. Il y a ce truc de quand j'y vais Enfin, je me suis retrouvé, là, j'avais un anniversaire d'une pote il y a pas longtemps, 30 ans d'une pote. C'était dans un endroit et je suis resté 20 minutes devant la porte à pas savoir si j'allais rentrer ou pas. Quoi. Ouais, hein. Mais non, mais c'est parce que ça prend de l'énergie à l'intérieur. Il y avait plein de gens, plein que je connaissais pas. Genre, il faut dire, ok. Enfin, tu vois, j'ai un côté un peu ça. C'est difficile. Mais je comprends tellement, mais c'est drôle parce qu'après ça, par contre, t'es à l'aise d'aller faire du stand-up devant ces gens-là. Tu sais. Ouais. C'est particulier. Il y a tellement de gens qui font du stand-up qui sont super timides, dans le fond. Mais parce que dans le stand-up, il y a ce côté de je sais ce que je vais vous dire, quoi. Ouais. Et... Ouais, mais pas toujours. Tu sais, on parlait d'impro puis de stand-up tantôt. C'est vrai que c'est deux trucs différents. Sauf que dans un spectacle, il y a des variables aussi. Le spectacle est différent à chaque fois parce que c'est vivant. Il y a des gens dans la salle qui vont peut-être parler, qui vont te dire quelque chose, qui vont essayer d'être plus drôle que toi. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Toi, ça va? Tu te sens pas désemparé? T'as la répartie? Je l'ai pas forcément tout le temps comme il faut, mais en tout cas, je peux pas... Enfin, avant, je l'ignorais. Ouais. Une de mes pires scènes, ça a été un tournant, c'était il y a 1 an, on va dire. Il y a Paul de Chavannes qui est témoin de ça. En gros, où je faisais la première partie d'Hakim Djemili et en fait, il y a plein de gens qui rentraient dans la salle pendant que je jouais. Et j'étais encore, voilà, ça faisait qu'1 an et quelques que je faisais du stand-up. Et j'avais décidé d'ignorer le fait que les gens rentrent et je faisais mon texte, quoi qu'il arrive, en mode... Ouais. Et en fait, je transpirais, ça marchait pas et tout. Et en fait, depuis ce temps-là, je me suis dit, ok, Louis, tu peux pas faire comme ça. Et du coup, depuis, j'essaye effectivement quand il y a un truc qui se passe, tu vois, ok, reviens ou je sais pas quoi. Mais c'est pas simple en fait, parce qu'il faut l'intégrer dans un truc qui est normalement très calculé, entre guillemets, quoi. Mais après, t'apprends. Oui. Moi, au début, bien que j'arrivais de l'improvisation, le stand-up, c'était tellement quelque chose à part entière que j'écrivais vraiment des blagues rythmées à la virgule près, le mot précis, tu sais. Je me permettais pas, jamais je me serais permise de faire, bon, j'ai quelques idées ce soir, je vais aller en parler sur scène, voir si je suis capable d'écrire quelque chose après. Non, tu sais, ça me prenait vraiment la mathématique de la blague avant. Donc, si quelque chose devait arriver, même si je sais qu'il y a une Virginie qui a une grande répartie, on dirait que c'était elle est partie complètement. C'était pas elle qui était là. Mais là, maintenant, avec le temps, j'ai développé des capacités de rebondir sur, justement, des hecklers, là, des gens qui parlent pendant le spectacle ou des gens qui arrivent. À un point tel que des fois, maintenant, je sais lesquels je dois lesquels je dois nommer puis lesquels je dois faire semblant que c'est pas arrivé, tu sais. Parce qu'aussi quand les gens viennent voir ton spectacle, puis s'il y a quelqu'un qui emmerde tout le monde dans la salle, si à chaque fois tu l'invectives, si à chaque fois tu lui parles, c'est au détriment du vrai spectacle, tu sais. Puis moi, en tout cas, j'ai vraiment un respect là, pour le spectacle tel qu'il est écrit. Il y a des gens qui sont tellement bons de juste arriver, puis de faire comme « bonsoir », puis là, parler à tout le monde, puis sauter d'une... Il n'y a pas trop de blagues, mais ça reste drôle, puis c'est vivant. Il y a des gens qui sont vraiment des bons animateurs, justement, qui sont capables de rebondir. Mais moi, on dirait que j'ai envie que le spectacle que j'ai préparé, il soit livré tel quel. Mais parce que par rapport à l'impro, au métier de comédienne que tu voulais avoir et de... la guitare, tout ça, le stand-up, je pense que quand même un des trucs qui t'a fait rentrer à fond dedans, c'est qu'il y a un côté écriture quand même qui est... Enfin, moi, quand je t'ai vu aussi la première fois, il y avait un côté de « Ah d'accord, oui, il y a une écriture. » Enfin, tu vois, on sent que t'écris. Et justement, ça, c'est une des questions que j'avais parce que récemment, moi, j'ai eu ce truc devant ma feuille de me dire « Mais pourquoi t'écris pas directement là une bonne blague qui marche, quoi ? Comment ça se fait que là, les mots que tu vas écrire là, ça va être de la merde et qu'il va falloir le réécrire ?» Et à la fois, j'ai envie de te demander quelle est ta discipline d'écriture, etc. Et à la fois, tu vois, par exemple, une des blagues, et promis, ça sera une des dernières blagues que je citerai de toi, mais quand tu dis que, parce que j'avais lu récemment le truc on a envoyé dans l'espace de Beethoven, du machin, enfin au cas où on trouve, et tu dis, on a envoyé une brochure touristique, machin, et tu dis, c'est comme dire, et
quand tu dis c'est comme comparer la liste de Schindler à un film en noir et blanc sur les voyages en train. Oui. Quand t'as écrit ça, t'as écrit une liste entière de comparaisons possibles par rapport à ce que tu viens de dire, ou t'as eu le déclic tout de suite de ah putain c'est la liste de Schindler qu'il faut que j'écrive. Ça a été immédiat ou ça a été du travail? Non, je vais commencer par le début. Ouais, vas-y, pardon. C'est vrai que c'est dense ce que je dis, désolé. Non, mais c'est parce que cette blague-là, j'écris toutes mes blagues, OK? Ouais. Mais cette blague-là, elle me vient de mon copain. OK. Qui est le seul auteur crédité sur mon spectacle à part moi. OK. Moi, j'écris mes blagues toute seule et puis quand ça va pas, on brainstorm, tu sais, on en parle et puis lui, il vient voir mon spectacle et puis il me semble que cette blague-là, c'est arrivé parce que je cherchais une blague, justement, mais on n'a pas fait de liste, là. OK. Moi, comment j'écris, là, je sais pas. Je vais te dire... Mais oui, mais moi non plus, tu vois, juste pour... Tu vois, parce que là, du coup, j'ai pointé la seule blague que t'as potentiellement pas écrite. Que j'ai même pas écrite. Je vais recentrer. Oui. Mais du coup, il y a ce truc de, par exemple, récemment, j'ai redéfilé mon texte, on va dire, j'ai une vingtaine de minutes que j'aime bien. Oui. Je l'ai redéfilé, je suis incapable de me souvenir de comment, quand et pourquoi j'ai écrit ce que je suis en train de dire dans un micro, tu vois, il y a ce truc de... Et quand je tape dans mes recherches de notes et tout, je retrouve les idées, là, dans un carnet, je vais retrouver une blague, mais je sais pas à quel moment j'ai fait la jonction de tout ça et que c'est devenu ce que je dis sur scène, quoi. Il y en a qui écrivent très méthodique, là, qui se lèvent à 7h le matin, et là, ils écrivent pendant 4 heures. Moi, je peux pas forcer la créativité comme ça, elle arrive. Donc, des fois, je prends une marche, puis là, j'ai une idée, je la note dans mon cellulaire. Puis des fois, avec mon copain, justement, on parle de quelque chose, je trouve ça drôle. Là, je l'enregistre. OK. Et puis après, je m'assois pour écrire et puis j'écris les blagues. Mais j'ai pas de méthode, vraiment, c'est le bordel là, dans mes affaires. J'ai des multi-calepins, j'ai des fichiers dans mon ordinateur, blague 2014, blague 2015, blague 2016, random blague, genre, il y a plein d'affaires. Ouais. Et puis même des fois, quand je me dis, bon, là, je veux écrire quelque chose parce que je sais pas, je me book d'avance une soirée où est-ce que je sais que je vais devoir faire des nouvelles blagues. Et là, je sors mes notes que j'ai prises dans mon cellulaire. Puis je suis vraiment bonne dans l'urgence, malheureusement. Ouais, je suis bonne à la dernière minute. Je suis bonne sous pression. Ça apparaît... On dirait que là, mon cerveau sous pression est vraiment efficace. Mais ouais, la liste de Schindler, c'est drôle parce que c'est ça. Je cherchais une blague pour dire... On a résumé la Terre sans donner l'information la plus importante. Et puis, je pense que c'est ça, c'est au fil d'une discussion. On avait sûrement fumé du weed aussi. Que Phil a dit... mais il me semble que c'est Phil, mais des fois, c'est flou. Mais ouais, fait que j'ai pas de souvenir. Georges Carlin disait ça, il disait qu'il écrivait tout le script de son spectacle normal et après il fumait un pétard et il écrivait les blagues dessus. Ouais, ben exact, mais des fois c'est ça. Des fois je m'assois, mais faut pas là, vous êtes pas obligé, chacun sa créativité. Alors déjà vous êtes pas obligé et surtout moi quand ça m'arrive, il faut aussi te dire, il faut le relire le lendemain et moi il y en a quand même 80% qui sont en mode ah ben non mais en fait c'est nul ça. Ah ouais hein. Ah ouais, 80%? Moi, j'ai un meilleur ratio, je pense. Okay, mais on a du meilleur weed aussi. Oui, c'est possible. Ben, ça dépend lequel. En tout cas, ça dépend lequel. Mais des fois, oui, je m'installe pour écrire. Puis là, j'ouvre la porte des nouvelles idées grâce à un petit joint. Mais écrire le stand-up, pour moi, je laisse vraiment les idées arriver. Là, puis des fois, il y a juste des trucs. Tu sais, les idées... Elles voyagent, là, puis on peut tous les attraper, mais des fois, il y a des idées que j'ai eues il y a 3 ans, puis c'est juste aujourd'hui que je suis capable de la finaliser puis d'en faire une blague, vraiment. Il y a des trucs dans mon spectacle en ce moment que c'est des idées que j'avais notées dans Blague 2012, mais qui étaient jamais devenues des blagues. Bien sûr. Et puis que là, je sais pas, j'ai eu la longue réflexion, puis j'ai été capable de les transformer en blague, vraiment. D'être capable de faire des dossiers dans l'application Notes, moi, ça m'a tué. Parce que du coup, j'ai effectivement, comme toi, des blagues validées, blagues validées, blagues validées sûres, blagues à tester, Et en fait, c'est à peu près tous le même dossier, mais en mode, à chaque fois, j'essaie de m'auto-convaincre que je vais être plus sérieux dans ce dossier-là, en fait, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il faut juste s'accepter comme on est. Puis finalement, je me dis... Moi, je trouve que j'ai pas de structure de travail, mais ça m'a quand même mené à avoir un spectacle d'1h30 qui se passe très bien. Donc, même si j'ai l'impression qu'il me manque de rigueur... Il me manque de rigueur pour moi. Quand j'ai des commandes d'écriture pour de vrai, parce que j'écris pour une émission de télé au Québec, actualité humoristique,
Là, faut la forcer, la créativité, Ouais. tu sais. On s'assoit ensemble avec les auteurs et l'équipe, puis on a un brainstorm, on en parle, on établit les sketchs de quoi ils vont parler, puis après, je suis à la maison, puis là, faut qu'il naisse, le sketch. Fait que, en même temps, c'est quand même assez conséquent avec le fait d'être vis-à-vis l'urgence. Moi, si j'ai un deadline, ça se met en marche quand même. Si j'ai pas de deadline, c'est sûr que ça va être difficile de créer quelque chose de Ouais, mais est-ce que, par grandiose. exemple, la scène du soir est devenue une... Parce que, en gros, Oui, ça, c'est un problème Mon pour moi. deadline, ouais. C'est que la scène du soir, un peu... Tu vois, ce soir, là, je joue à l'étage marrant, j'y rejoue, là, Oui. comme on a joué hier. Et bah... Avec tout le respect que j'ai pour Guillaume Malicène, évidemment, mais c'est plus... Il y a 2 ans, quand je me suis lancé, ça aurait été une grosse deadline, alors Ouais. que là, pour moi, c'est une scène... Enfin, c'est plus une deadline, quoi. Oui, mais c'est l'expérience là qui rentre. Mais ça me gêne, j'aimerais avoir plus cette urgence de devoir être... Alors, je vais faire le maximum et je vais essayer d'être bon ce soir, mais il n'y a pas ce truc de putain, faut que je bosse toute la journée sur mon passage de ce soir, quoi. Ben, book-toi en anglais. Ouais. Parce que là, tu vas retrouver le stress. Ouais. Puis parce que à un moment, tu vas te lasser sûrement de ne plus avoir genre le petit thrill, le petit stress à l'intérieur. Bien sûr. D'abord, c'est rassurant aussi quand je vais faire mes spectacles un peu partout en tournée. Je veux dire, j'apprécie ne pas être super stressée puis être en confiance. Mais quand je vais tester des nouvelles blagues, ça prend quand même le petit edge, l'espèce de petit chatouillis à l'intérieur qui fait comme « Oh mon Dieu, est-ce que les gens vont aimer ça? » Et puis là, comme je suis plus en période d'écriture pour mon spectacle parce que je suis en tournée, là, j'ai hâte de retomber en période d'écriture puis de me booker justement des plateaux puis d'avoir à comme écrire puis de ressortir les vieilles idées que j'ai prises dans mon cellulaire en 2015 puis j'ai jamais rien fait avec. J'ai hâte de m'asseoir puis de le faire. Mais j'aime écrire. Des fois, là, je suis capable de m'asseoir pour écrire puis de me concentrer. Je le fais dans les cafés. J'ai besoin que ça bouge autour. Si je suis chez moi, je vais ouvrir le frigo 8 fois. Je vais faire du lavage. Puis, genre, je vais me trouver une raison de regarder la télé. Là, fait que je sors dans les cafés. Puis là, en plus, on dirait que je me sens surveillée. Tu sais, faut que je travaille. Les gens me regardent. Il faut que je travaille. J'ai mes lunettes. Je sens que je suis en mode travail. Il y a un peu tu te mets dans... Enfin, moi, ça m'a... mon perso qui travaille. Il y a le perso qui travaille et lui, il faut s'habiller différemment quasiment. C'est bizarre, hein? Je suis comme confortable, mais genre pas trop. Non, mais j'adore ça. Est-ce qu'il y a ce truc de... Enfin, moi, est-ce qu'il y a le côté c'est un travail? Est-ce que tu considères que c'est un travail en vrai? Enfin, tu vois, la notion de travail. Ben, moi, je pense que oui, hein, mais il faut convaincre les gens. Il y a des gens, moi, j'ai encore des potes qui considèrent que je m'amuse le soir et que, tu vois, et j'arrive pas trop à trouver les mots pour dire que ça prend toute mon énergie et mon activité, donc c'est mon travail, entre guillemets. Mais... C'est un travail, mais c'est un travail qu'on a le loisir d'avoir dans une société assez occidentalisée pour qu'on soit rendu à pouvoir payer pour du divertissement et pas juste le créer soi-même. Oui, c'est vrai. Non, mais donc oui, c'est sûr que ça n'a pas l'air du travail, mais j'avais un numéro que j'ai fait il y a quelques années, que je renie pas, celui-là, où je disais justement que si c'est l'apocalypse, moi, je suis pas la première qu'on embarque sur le bateau des survivants, tu sais. Je suis même après les nageuses synchronisées, je suis pas... mais c'est juste de... Pourquoi t'es après les nageuses synchronisées dans ta blague? Parce que, en fait, c'est sûr que c'est plus pratique de savoir nager en cas de fin du monde que de savoir faire des blagues. Ok, t'as raison. Ouais, non, mais c'est vrai. Puis elles sont disciplinées, en plus. Oui, exact. Ouais, elles bougent toutes ensemble. Mais c'est vrai de constater, c'est normal de constater que mon métier n'est pas super utile. C'est pas nécessaire à la survie. Oui. Mais après, c'est vrai que il y a des gens à qui ça fait vraiment du bien. Ils ont besoin de se divertir, ils ont besoin de rire. Puis je pense que c'est nécessaire aussi. En fait, l'humour est nécessaire s'il exerce le travail qu'il faut qu'il fasse, c'est-à-dire, je pense, rire du pouvoir. Je veux dire, pas nécessairement. Ça peut... Non, il y a du pouvoir partout. Enfin, le pouvoir dans la notion de Foucault, quoi. Il y a ce truc de le pouvoir partout. Tu parles d'argent, de machin, mais... Oui, exact. Mais après, non, parce que je suis pour toutes les formes d'humour. Il y en a, je veux dire... Bien sûr. Mais je pense que, en fait, ça nous permet de sortir un peu de la vie stressante qu'on a créée. Mais après, je me dis... on n'en aurait pas besoin si la vie était moins stressante non plus. Oui. C'est quoi cette espèce de mode de vie dans lequel on est embarqué où tout le monde a l'impression qu'il faut qu'il travaille tout le temps puis fasse l'argent parce que c'est comme ça que ça fonctionne?
Et puis là, on est tellement stressé de ça que pour en relaxer, il faut aller sur le bord de la plage, relaxer pendant une semaine où tout est inclus, puis boire de l'alcool pour oublier. Puis je me dis, qu'est-ce qu'on a créé comme société si notre besoin de relaxer, pour relaxer, il faut qu'on aille sur un bateau sur l'océan sur lequel il y a une piscine. Là, genre, mon Dieu, on n'aurait pas besoin de si grandes vacances si on travaillait 3 jours semaine, avec moins de pression. Mais en tout cas, fait que nous, dans le fond, on est le remède à la société stressante C'est marrant à quel point dire des choses vraies, justes et assez folles a l'air bateau aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc assez bizarre de tout ce que tu... Enfin, tu vois, on a besoin d'en rire, là, ouais, je pense. Ouais. Je pense que vu que ça semble si bien installé, là, cette structure là, de la performance, nous, on a besoin d'en rire. Je pense. Et puis, c'est le fun de constater que d'autres gens pensent comme nous, puis ont ces mêmes craintes, puis ont ces mêmes vertiges, puis d'en rire tous ensemble. Là. Il y a un moment où la société t'a donné un vertige en mode merde, là, on a déconné, quoi. Constamment. Moi, j'ai abandonné le projet qu'on sauve la planète. Je veux dire, j'essaie d'être le plus écolo possible, mais moi, le capitalisme, je trouve ça dégueulasse. Après ça, je ne suis pas non plus communiste. Je sais que ces systèmes-là ont des failles, mais En Amérique du Nord, on enferme les communistes. Il faut faire attention à ce que tu dis. Hein. Ouais, mais bon, je suis plutôt socialiste. Là. Je suis plutôt du côté du socialisme. C'est l'espèce d'entre-deux. Mais après, il y a des failles dans tous les systèmes. Mais le système capitaliste de la croissance éternelle sur une planète finie, c'est impossible. Puis je comprends pas. Après ça, je comprends. Ça doit être quelque part en nous où les humains ont fait... Wow, on accorde plus d'importance à la notion inventée de l'argent qu'à la notion très tangible de l'environnement. Et puis, donc, moi, je suis déçue, je suis complètement désabusée, j'ai de la difficulté à être heureuse de la vie, je veux dire, de la société. Je trouve mes petits bonheurs. Non, mais je veux dire, je suis pas dépressive, mais comme non. Je trouve que c'est impossible de demander aux gens d'être heureux dans la vie. Là. Mais de toute façon, ça va avec un truc que j'ai écrit récemment, mais quand tu dis je suis pas dépressif, je pense, et je vais en faire un truc sur scène. C'est normal d'être dépressif. Là. Non, moi, enfin, en tout cas, je pense que les gens les moins dépressifs de notre société occidentale, c'est les gens qui sont le plus proches de la dépression. Et plus tu t'éloignes de la dépression, plus tu es susceptible de faire une dépression bientôt pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc de il faut se caler très 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 proche de la dépression pour être bien aujourd'hui. Mais juste être lucide, tu sais, être très lucide. Exactement. Mais après, c'est sûr... Il y a lucidité, ça aide pas non plus, quoi. Pardon? Ça aide pas non plus d'être lucide parce que ça change pas grand-chose. Non, mais après, c'est pour ça qu'on est dans l'espace, OK? Non, mais c'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert parce que quand je trouve que tout est trop stressant, puis je fais « Attends, Virginie, relax. » On fait partie de la coïncidence de la vie sur Terre. La coïncidence presque magique. Oui, j'ai dit ça, c'est ça que j'ai dit. Bon, j'avais oublié tout ce que j'avais dit parce que avant de faire le truc à Canal+, il y a des blagues que je dis plus. Tu m'as cité des trucs que je dis plus, mais je pense que je vais les redire. Je pense que je les aurais redites lors de mon spectacle à la Nouvelle Scène. Okay. Exactement. Dans le passé du futur. Dans le futur antérieur, mais bon Dieu, j'ai oublié ce que je disais, je me suis fait trop rire. Mais alors, du coup, que le fait de dire qu'on fait partie de la coïncidence, ça fait du bien. J'essaie de dézoomer, dézoomer de la planète. Puis après, je vais dans des réflexions, je me dis peut-être même qu'on est l'intelligence artificielle de la forme de vie d'avant nous, tu sais. Mm-hmm. Ou peut-être qu'on est une réalité virtuelle dans laquelle on a implanté justement la surconsommation. Puis là, je sais pas qui ou quoi observe les résultats des variables dans le programme qu'on est, tu sais. Mm-hmm. Mais je suis rendue... Fait que quand je pense à ces affaires-là, quand je retombe dans la pensée philosophique un peu weird de « Attends, mais c'est quoi la vie? Pourquoi on existe? » Là, ça me déstresse de travailler, de performer, d'être quelqu'un, d'avoir assez d'argent pour bien vivre. Tu sais, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de pression. Puis je le dis dans mon spectacle, mais on joue tous à un jeu à l'échelle planétaire et puis tu nais, t'as pas le choix de jouer, tu joues. Mais c'est pour ça, des fois, que j'ai de la difficulté à... Je sais pas si je veux des enfants, je sais pas si je veux imposer le stress. Je comprends. Parce que je comprends que c'est magnifique, puis c'est un cadeau, là, puis wow, c'est spécial, la vie, puis la coïncidence magique qu'on existe, mais ce qu'on en a fait, c'est vraiment stressant. C'est vraiment très stressant. Oui. Alors,
Putain, ça me donne envie de dire plein de trucs, mais sur les enfants, moi, il y a ce truc où j'y réfléchis récemment aussi, c'est, je crois que pour des personnes qui réfléchissent beaucoup, comme toi et potentiellement moi aussi, il y a ce truc de parfois, enfin, avoir un enfant, à mon avis, dans une vie, ça permet aussi de se focus sur un truc très concret, exact. qui existe vraiment et qui compte vraiment sur toi et Oui. qui te lâchera pas jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Donc il y a un côté rassurant d'avoir, je pense que c'est le côté, moi, qui me ferait peut-être avoir un enfant, parce que tout le reste, je suis d'accord avec toi, et ça m'a fait évacuer potentiellement l'idée d'avoir un enfant à un moment donné dans ma vie. Oui. Et après, quand je vois mes potes plutôt trentenaires qui conservent des enfants et tout, je vois que ça les ramène à une forme de concret qui aussi est très, je pense, très importante aussi pour ne pas péter un plomb. Moi aussi, mais je me dis, je suis tellement stressée pour juste ma personne. Est-ce que je veux comprends. être en plus stressée pour une autre personne? Je comprends. Tu sais, je vois mes parents qui sont... Avant le stress, il y aura l'amour, je pense. Oui, il y a beaucoup l'amour, l'amour, mais après, c'est... Puis, mais après, je vois mes amis aussi qui ont des enfants, puis j'aime l'idée de la famille, j'en veux. Puis après, il y a la Virginie super cynique qui arrive, puis qui fait, bon, la planète... En 30 ans, ça sera plus... Je veux dire, c'est terminé, le super loisir, là. L'insouciance, ouais. Oui, c'est terminé. Tout ce qu'on pense qui sont des droits, là, d'avoir une voiture, de voyager, ça va devenir de grands privilèges et sinon complètement absent. La vie ne sera plus aussi stressante qu'elle soit. Aujourd'hui, on a accès à tellement de trucs que, genre, tu sais, ça sera plus disponible. Là, on l'a trop utilisé, là. On a trop fait « Wow, quoi? On peut voler! » tu sais, puis on peut avoir 2 voitures, quoi? Tu sais, on a tous fait « Wow, mon droit à moi, c'est mes droits. » Mais non, mais maintenant, ce sont des droits qui vont complètement à l'encontre du bien de la planète, du bien des générations futures. Fait que, genre, on dit « Ah oui, mais les générations futures, elles vont sauver la planète. » Mais, tu sais... Pas sûr. Oui, mais non, là. Mais on est dans l'espace. Exact. On est dans l'espace. On est juste sur une planète. On meurt à la fin. Puis il y a beaucoup de gens qui se font la mort. C'est stressant, ça aussi. Mais je veux dire, les gens meurent depuis le début de la vie. Puis on est encore ici. Donc ça veut dire que ça doit pas être si grave que ça. Non. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais... C'est marrant de voir ça comme ça. Oui. Parce que c'est marrant, parce que de voir que quand tu étais trop prise dans tes trucs, dans ton cerveau, tu dézoomes pour te faire du bien et que ton spectacle, c'est un spectacle qui zoome. Tu vois, il y a un côté, j'ai l'impression de... Bon, bref. Mais en tout cas, effectivement, il y a ce truc de stress potentiel et de se dire, bah en fait, on est dans l'espace et ça... Oui, non, je comprends, mais... Mais c'est pour ça que, dans le fond, c'est un travail, ton métier. C'est un travail. Oui, c'est vrai que c'est un travail. Canaliser tout ça. Oui, exact. C'est ça. Ouais. Mais l'espace, c'est quelque chose... Tu sais, j'ai jamais... Genre, c'est maintenant que je me dis, mon Dieu, pourquoi j'ai pas étudié la physique? J'ai jamais eu d'intérêt pour ça, vraiment, là. Ben oui. Mais j'ai toujours été plus du côté de l'art, puis des lettres. Puis mais après, dans la philo, il y a quand même quelque chose qui recroise pas loin de la physique. Bien sûr. Mais l'espace, ça m'a toujours habité. Quand j'étais jeune, puis ça m'angoissait avant. C'était une source d'angoisse de me dire, pourquoi il y a pas juste rien? OK. C'est quoi ça? Pourquoi je suis prise dans mon corps? Et comment t'as enlevé cette angoisse? Ben, c'est ça, c'est à force d'y réfléchir puis d'aller plus loin parce que, tu sais, des fois, les gens pensent puis ils font « Ah non, je veux pas y penser. » Mais moi, j'allais là, loin là, dans la pensée, là, dans y réfléchir longtemps jusqu'à ce que je refasse le tour au complet de me dire à quoi ça sert, pourquoi on est là, quoi. Et puis, finalement, faire le tour de la boucle en me disant « Peu importe c'est quoi, j'ai l'impression que j'existe, tu sais, vraiment. Et je sais pas à quoi ça sert, mais si ça sert à rien, on s'en fout dans ce cas-là. On continue, par curiosité. Moi, j'ai la curiosité. Pour moi, la vie, c'est comme... Ben, j'ai la chance de considérer ça un grand jeu. Il y a des gens qui doivent vivre dans des conditions exécrables qui peuvent pas dire « c'est le grand jeu de la vie ». Mais moi, j'ai la chance de pouvoir aborder la vie comme un jeu, parfois stressant, mais... Parce que, bon, il y a les impôts, il y a les taxes, il y a des choses vraiment tangibles dans les règles du jeu, mais je sais pas, C'est marrant que tu parles des règles du jeu, c'est un peu ça, ouais. Il y a ce truc de on te met des règles et après, il faut voir ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi relativisation à chaque fois de... Merde, oui, effectivement, quand on pense aussi aux gens qui peuvent pas considérer ça comme un jeu, quoi. Enfin, si, comme un jeu aussi, mais... Ils sont dans un tout autre level, là, ils sont dans un tout autre tableau, là. Je veux dire, c'est un autre monde du jeu. On a chacun notre petit monde du jeu, on est chacun une étape du jeu, puis tu peux retomber... tu peux retomber plus creux dans le jeu ou tu peux te rapprocher proche de gagner le jeu. Mais gagner le jeu... J'avais un numéro, justement, à Juste pour rire, que j'ai fait il y a quelques années, où je parlais de l'argent, puis du grand jeu de l'argent, justement, et puis qu'il y avait des règlements plus justes au Monopoly, parce que tout le monde part égal, puis...
Et puis c'est là, c'est peut-être il y a 3-4 ans où ça commençait là, déjà l'espèce de désir de pas faire des blagues pour faire des blagues, mais de faire des blagues sur ce qui m'angoisse moi. Il y a Neil Brennan qui dit ça dans son spectacle c'est quelqu'un de très dépressif et qui dit que quand il trouve une blague, il a l'impression d'être coincé dans l'eau et en fait, chaque blague lui permet de prendre un petit peu de respiration, quoi. Mais je pense que c'est de rire de quelque chose, tu sais. Même les pires drames dans la vie, je pense qu'on finit toujours par en rire, tu sais. Ben, pas par en rire, mais par réussir à trouver l'humour dedans. Au salon funéraire, là, je sais pas, tout le monde... Il y a quelqu'un qui meurt dans ta famille, c'est fondamentalement triste, mais il y aura toujours un moment dans ce drame-là où est-ce qu'on rit, où est-ce qu'il y a quelque chose de ridicule, où, bon, il se ressent pas du tout dans le cercueil, tu sais, on est capable de... L'humour, on l'utilise, je pense, pour faire passer des épreuves difficiles. Donc, c'est pour ça que quand tu dis que potentiellement ça te passera, moi je pense que c'est un truc, une fois que tu as fait la démarche de faire de ta vie un peu de la comédie, entre guillemets, tu peux plus faire marche en arrière après. Ben peut-être que le stand... Ben, en fait, c'est que je veux pas me dire que c'est ça à tout prix tout le temps. Oui, non, ça je comprends. Mais le stand-up, l'humour, ça va jamais me passer. La comédie, depuis que... Mon père est comédien aussi au Québec. D'accord. Mon père est un acteur. Puis je pense que ça vient beaucoup de lui, là, c'est... Génétiquement, il y a quelque chose... Puis en plus, j'ai eu un exemple. Tu sais, en fait, j'ai suivi mon père sur les plateaux. Puis oui, c'est un acteur, mais c'est aussi... Il est fondamentalement drôle. Fait que je pense que c'est quelque part en moi le besoin de rire, le besoin de désamorcer avec l'humour. Mais est-ce que ça sera toujours par le stand-up? Je n'ai pas... me mets pas la pression. Pas forcément par le stand-up, oui, bien sûr. Mais il y aura toujours, par contre... De l'humour. L'humour, ouais, il y aura toujours ça. Et dans ta famille, enfin, si t'as des frères et sœurs ou quoi que ce soit, c'est aussi dans l'humour, ces gens-là, où il y a des... Oui, ma petite sœur, j'ai une sœur, elle fait beaucoup d'improvisation aussi. Ouais, c'est tout. Mon grand frère est bien drôle. Il n'y a pas le médecin ou le physique... Ben là, chez les oncles, il y a le médecin, là, mais directement, mon père, ma mère... non, ils sont pas... la musique, les blagues. Quoi que ça a donné mon frère, qui est comme une espèce... qui est un ordinateur, en fait, là, je pense. Non, mais mon frère est très drôle, mais il est genre programmeur et entraîneur physique. Là, il entraîne les gens. Fait que c'est comme... on est plus... Mais l'art, la culture, les blagues... On parlait de l'art là, dans les loges, c'est une des premières conversations qu'on a eues ensemble, mais effectivement, est-ce que le stand-up c'est de l'art? Déjà, on s'était posé la question, et effectivement, de la première claque artistique, etc., et que c'était pas évident. Et effectivement, toi, t'as été dans une famille qui t'a donné la notion de l'art et de ce truc-là, parce que, en fait, on a quand même... Enfin, j'en parle souvent avec moi, j'ai un petit frère qui est dans des études assez poussées en littérature et en trucs comme ça, et du coup, il m'explique beaucoup de concepts, dont d'ailleurs le fait que le mimétisme, en fait, tu parlais tout à l'heure de tu regardes pas trop de comédie parce que t'as peur d'être inspiré ou je sais pas quoi, et en fait lui il est dans un truc où il parle d'un mec qui en fait a théorisé le désir mimétique de l'homme, et en fait on est que imitation de quelqu'un d'autre, et on peut pas faire autrement, entre guillemets. Mais du coup il parlait aussi du fait qu'on était dans une société difficile aujourd'hui, celle que t'as décrite tout à l'heure, et à moi qui donne un peu le vertige, qui est en fait une société où on a tout démystifié. On a démystifié la religion, on a démystifié l'art, justement, on a tout démystifié, et en fait du coup qu'est-ce qu'on peut mystifier? Enfin, il dit en fait un humain qui mystifie rien, c'est un humain perdu, entre guillemets. Là, il dit la nouvelle, et ça fait un peu peur. Il dit et ça va avec ce qu'on dit. La nouvelle étape, c'est on est en train de démystifier la vie ordinaire, en fait, et qu'aujourd'hui tout le monde est en train de vouloir avoir une vie un peu particulière et d'être une individualité dans un monde, etc. Ouais, et puis ça c'est grave. Je crois que ça l'est. On a perdu tout sens de communauté. Je crois que ça l'est. Mais après ça partait d'un bon sentiment, où est-ce que ça fait des années qu'on nous dit « t'es unique, t'es spécial ». Mais on n'a pas pensé que ça créerait genre des gens qui veulent tous être... on veut tous être quelqu'un, faire quelque chose, moi dans l'univers. Alors qu'on a oublié comme le nous, tu sais. Puis je dis on a oublié le nous, mais j'ai oublié le nous moi aussi, là. Je veux dire, on vit comme pour soi. Mais je pense que c'est à force, justement, de perdre ce sens-là de communauté. On est beaucoup, on se parle tous, on se connaît tous, puis c'est super, mais tout ça, après ça, on le gère mal, tu sais, parce que maintenant qu'on se parle tous, tout le monde devrait être « Wow, les humains tous ensemble », mais là, ça crée... Mais non, ça marche pas. Le meilleur exemple, c'est Chatroulette, quand même.
Mon Dieu. C'est quand même un truc qui a été fait à la base pour qu'on puisse tous se voir entre humains. Chat roulette, Et au tu final, viens. c'est devenu au bout de 2 semaines des gens Des qui montent pénis. leur bite en permanence. Oui, Quoi. exact. C'est quand même fou de se dire qu'en fait, on avait créé un truc pour pouvoir communiquer Ouais. entre humains aléatoirement et au final, c'est un concours de grosses bites, quoi, ce truc-là maintenant. Je voulais plus dire le racisme, mais oui, les grosses bites y a- aussi sur chat roulette. Il y a le racisme Non, aussi. non, mais c'est-à-dire que maintenant qu'on se Non, mais c'est parle les tout deux le trucs monde... de l'humain qui ressortent à chaque fois qu'on crée un truc. Tu vois, c'est cette intelligence artificielle, je crois, qui était très drôle, qu'ils ont voulu sans zéro connaissance et ils l'ont mis juste sur Internet et ils devaient choper les connaissances sur Internet et devenir. Et en fait, en 2 jours, cette intelligence artificielle était raciste, homophobe, sexiste, Ben oui. conspirationniste. Surprise, C'est c'est fou, quand même. vraiment... C'est fou. Non, c'est complètement fou, mais c'est pas surprenant. Mais là, après ça, démystifier la vie vie ordinaire. Mais ouais. moi, je pense que même si on est désillusionné de tout, là, dans la vie, on a tout compris. On n'a pas encore compris Non, l'espace. pas du tout. Non, non. Non, mais moi, c'est pour ça que je finis là tout le temps. Je suis genre... L'espace, c'est l'infiniment. Enfin, on n'a pas réconcilié la physique quantique et le grand, ouais. Ben, on sait pas. L'infini. Quoi. Tu sais, dans ma tête, l'infini, ça commence quelque part, puis ça s'en va infini. Mais non, ça commençait... C'était déjà commencé, l'autre côté, tu comprends? C'est infini C'est marrant. dans tous les sens. Tu disais que c'était audio et qu'il n'y avait pas de caméra. Là, les gens ne voient Oui, pas les excusez. yeux que t'as quand tu dis infini, mais Oui. t'as vraiment l'œil Non, qui mais- part dans l'infini. Juste avant, mais vous, on n'est pas contre l'infini. Non, et mais là, on c'est voit parce que tu que parles même loin. quand j'essaie de lire, tu sais, des trucs de genre physique pour les nuls, là, pour avoir comme juste... Tu sais, j'ai lu des essais genre de Brian Greene, qui est un astrophysicien, philosophe, juste pour... Puis qui nous donne la base, mais même la base de la physique, pour moi, c'est incompréhensible. Mais en tout cas, ce que j'en comprends, c'est que eux non plus Non. n'ont aucune certitude dans tout ça. Donc... Tu sais, ça reste le grand mystère total que, que la religion a voulu faire semblant d'expliquer, que la science essaie constamment d'expliquer, que la routine nous a fait complètement oublier de toute façon, tu sais. Maintenant, la religion, c'est l'argent, quasiment, là. C'est le travail, C'est vrai, là. c'est La vrai. religion, c'est... Mais l'argent reste Enfin, j'ai l'impression que ton stand-up aussi s'inspire de tout ce qui est mystérieux pour toi, parce que ce soit l'espace, l'argent, la mort, c'est des trucs qui sont tous des Ouais. mystères non résolus, quoi. Ouais, exact. Mais après ça, moi, c'est ce qui m'habite, là. Quand j'ai commencé à faire des blagues, je faisais des blagues sur toute la vie, le quotidien. Ouais. Puis j'en fais encore des petites réflexions. J'en ai des petites réflexions absurdes. Des fois, il faut prendre une pause, là, entre 2 vertiges, de faire comme tabarouette, la mort, l'argent. On peut-tu faire une blague de pète, tu sais? Mais ouais, mais tu sais, c'est normal d'écrire ce qui nous habite. Puis après ça, c'est venu plus tard. C'est venu avec la confiance en moi. Parce que quand j'ai commencé le stand-up, je voulais un rire tout de suite. Ouais, bien Je sûr. veux des blagues efficaces, un rire, non, tout de suite, un rythme, m'installer, confortable. Puis la réaction des gens, ça bâtit la confiance. Mais maintenant que ça fait assez longtemps, j'ai l'expérience, j'ai plus confiance en moi, je suis capable d'essayer d'amener les gens, justement, dans moi, ce que je pense pour de vrai, tu sais, dans mes réflexions pour de vrai, en sachant très bien que je les amène vers une blague, mais que ça pourrait prendre 2 minutes, 3 minutes. Ça, c'est fou. Moi, j'ai eu ça récemment comme mini déclic, mais en fait, je me rends compte que parfois, je vais trop vite parce que en fait je supporte pas qu'il y ait pas un rire très souvent parce qu'en fait quand il y a pas de rire j'ai l'impression d'être illégitime d'être là parce que je suis là parce qu'il y a des rires et s'il y en a pas je suis juste quelqu'un de lambda qui parle et du coup ça me stresse mais il faudrait que je prenne confiance comme ça. Ouais, parce qu'en plus il y a tellement quelque chose de riche dans les silences. Ouais, ça, ouais. même quand j'ai commencé, moi je pense que je suis gênée d'être gênée, ok? C'est pour ça que je suis pas gênée. Je suis timide. Je suis tellement... Ça me rend... Genre, je veux drôle. tellement pas être timide que je fais semblant que je suis pas timide parce que je suis trop timide d'être timide. Ça, c'est une analyse que j'ai de ma personne dernièrement que j'ai faite parce que les gens sont comme, t'es pas timide, mais tous les souvenirs que j'ai de moi, c'est je suis quand même timide. Donc, sur scène, on dirait que je présente quelque chose de... Le silence, là, il me dérange pas. Même au début, quand j'ai commencé, j'ai dit ma blague, balaye la salle du regard. À l'intérieur de moi, c'est comme... Oh my God! mais à l'extérieur, c'est comme tout est cool. Donc, d'imposer ce rythme. Non, mais après, ça te pose, tu sais. Oui, puis, je comprends. Et puis, les gens, quand ils rient pas, ils sont pas non plus en train de faire comme. Tu sais, ils sont tout oui, ils écoutent, ils sont prêts. Puis tu te rends compte, à un moment donné, tu te rends compte que les gens, ils sont en écoute active, ils sourient, tu sais. Mais c'est difficile. Moi aussi, des fois, j'ai un vertige. J'aime pas ça, là. Genre, ça rit pas, puis je suis comme, câlisse. C'était supposé rire. Taban, câlisse, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, je dis quelque chose, j'improvise quelque chose que finalement, ça me met encore plus dans la merde. Je suis comme, en tout cas, bon, la prochaine blague. Des fois, ça arrive, mais
Avec J'essaie l'expérience à toujours, deux, avant de monter sur scène, de me dire, tu prends ton temps, c'est pas grave, on s'en fout. Puis je me dis, what would Bridget Christie do? Bridget Christie, mon humoriste. Je me dis toujours, je suis Bridget Christie, je m'en fous. Ok, c'est drôle. Ouais, j'essaie de me mettre dans une zone totale confiance. Mais là, vous avez accès à une part très vulnérable de moi. Je vous ai avoué que je me disais, qu'est-ce que ferait Bridget Christie? C'est vrai, mais bon, c'est cool. Ouais, mais c'est juste un bon moyen. De me rappeler, de me dire, j'ai pas pressé, j'ai des bonnes blagues, c'est moi qui ai raison. C'est marrant, ça, j'en parlais récemment avec un pote et les gens se rendent pas compte forcément de ça, mais sur scène, alors les meilleurs moments c'est quand on est tout à ce qu'on dit, mais c'est très régulier d'avoir des mots qui sortent de notre bouche et des mots complètement différents de notre tête à ce moment-là, tu vois. De dire en pilotage automatique un peu les vannes qu'on connaît qui sont bonnes et derrière de dire oula, alors comment je vais les choper sur la prochaine blague, et en fait il y a une espèce de double discours dans la tête et dans la bouche qui est très bizarre, quoi. Ça c'est tellement bizarre. Puis on dirait que moi, je l'entends plus quand ça réagit pas comme ça devrait. Puis quand ça réagit, ben pas comme ça devrait, mais comme j'aimerais. Mais quand ça réagit comme j'aimerais, la petite voix dans ma tête, c'est comme, OK, la prochaine blague. Parce que des fois, ça t'arrive, tu commences tes blagues, et puis là, tu penses à la prochaine, puis tu te rends pas compte que t'as fini la blague, puis t'es plus trop sûr de... Puis là, tu fais, oh mon Dieu, je me suis complètement déconnectée de moi-même. J'ai dû dire cette blague-là avec aucune... Exactement. C'est vérité, là, parce qu'il faut faire semblant quand même qu'on les dit pour les premières fois, parfois, ces blagues-là. En tout cas, autant que possible. Mais c'est vrai, c'est bizarre. Tout le monde vit ça, je pense, hein, l'espèce de petite voix intérieure qui dit « OK, là, la prochaine blague, c'est ça. » Tu l'as pas eu, pourquoi tu fais ça? Ouais, c'est bizarre, hein? Ah, puis des fois, là, quand, genre, la blague finit, mais j'ai pas eu le temps de penser à l'autre, puis je suis comme « Oh merde, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est la suite? » Puis là, je commence une phrase que je suis comme « Oh non, c'est merde! J'ai commencé la phrase d'après, puis il va leur manquer une information. Il va falloir que je dise ça. Je sais pas comment. J'ai brisé ma blague complètement. Ça arrive souvent. Hey, mais se parler, c'est vrai que c'est bizarre se parler sur scène. Oui, dans notre tête. Ah, j'aime pas ça, me rendre compte que ça fait trop longtemps que je me parle, par contre. Bien sûr. Moi, ça a été un des plus gros combats que j'ai eu récemment essaye de limiter au maximum le pilotage automatique, quoi. Ouais. Ce truc de et en fait t'as eu tes rires mais tu t'es en allé en mode et puis tu te dis bah en fait je suis juste allé chercher un cachet aujourd'hui, quoi. Exact. Mais il y a un côté bizarre. C'est comme être genre en super présence, là. Mais un peu comme en impro. En impro, il faut que tu sois en super écoute, mais en stand-up, vu que c'est écrit, des fois on tombe pas en super. Des fois on n'est pas, vu qu'on le sait qu'on s'en va dire, il y a la mécanique, on oublie d'être en super présence du moment quand même vivant là, auquel on assiste, c'est-à-dire il y a des gens qui sont là pour de vrai, qui écoutent nos blagues pour de vrai. Puis déjà, si t'es en pilote automatique, puis quelqu'un parle, on dirait, puis quelqu'un intervient, ou quelqu'un rit bizarre, ou quelqu'un entre, quelqu'un sort, tu sais, on dirait que c'est plus difficile de t'en sortir. Faut vraiment... Ouais, faut que toi, tu te bernes toi-même à te dire bizarre, que c'est la première fois que tu fais ces blagues-là. Il y a un peu de ça. C'est bizarre. Là, plus on en parle, plus je suis plus sûre que c'est un travail. Là. Je pense que c'est une petite maladie. Là. C'est une petite maladie mentale. Ah merde, je suis désolée. J'ai tout cassé. J'ai cassé ma nouvelle héros. T'es un nouveau fan et je t'ai cassé en deux. Non, ça va. Okay, je vais me gérer. Et du coup, avant de te poser la dernière question que j'avais, c'était dans tout ce qu'on a raconté là et tout, il y a un rapport, il y a une question que j'ai envie de te poser par rapport, par rapport à la religion, la foi, t'as un truc ou pas? Tu vois, est-ce que tu crois? Est-ce qu'à force de penser à l'espace, il y a forcément... Quand tu te poses autant de questions sur l'infini, moi je me suis posé, à un moment donné, tu peux plus te dire qu'il y a rien au-dessus, quoi. Exact. Mais du coup, c'est quand même... Mais en même temps, comme tu t'es posé toutes ces questions, c'est parti du fait que t'as cassé toutes les religions au départ. Parce que tu peux pas te poser des questions sur l'infini, sur tout ça, si tu crois vraiment fort en Dieu au début, sur une religion un peu institutionnalisée. Donc c'est-à-dire que tu as cassé... Enfin en tout cas moi, je vais pas dire c'est moi, mais j'ai cassé ça, je suis allé dans les réflexions à l'infini et tout, et au final, la réponse que j'en ai, c'est il y a forcément quelque chose au-dessus. Exact. Et du coup, il y a une espèce de sandwich de foi que j'arrive pas à gérer moi, en tout cas. Mais quelque chose au-dessus, je sais pas, peut-être, parce que c'est... Mais en fait, la religion... je fais une grande différence entre la religion et la spiritualité. Oui, je comprends. Je pense que c'est normal. Je pense que tout le monde fait ça. Là. Tout le monde fait la différence entre ça. Mais puis après, je comprends. C'est vrai que ça fait peur. Là, une fois que tu t'émancipes de la religion, puis de ce qui était écrit, là, puis de ce qui est là, puis ce qui est rassurant finalement, là, tu te retrouves à faire comment? Mais de bord, qu'est-ce qu'on est? J'ai eu une phase où j'étais comme, la vie, c'est juste on vit puis on meurt. Puis c'est tout. Puis c'est correct. Mais après, il y a trop d'affaires magiques, là, quand même. Ouais. Fait que même
même si finalement c'est rien du tout, puis c'est-à-dire que notre vie vraiment c'est qu'on vit puis on meurt, puis il y a rien de magique après la mort, on reste quand même, on refait partie des éléments nécessaires à ce que la Terre fonctionne. On retourne en Terre puis puis on n'a pas nécessairement une âme qui va retourner dans, tu sais, je sais pas, mais moi du moment qu'on ne peut pas m'expliquer c'est quoi l'infini, je dois accepter l'infini des possibilités. Donc, c'est pour ça que j'ai une certaine spiritualité, parce que sinon, c'est trop dur. Sinon, c'est trop dur de juste faire « Ah, on vit, on meurt ». Mais après, c'est pas trop dur, parce qu'on peut trouver un non-sens là-dedans. On peut trouver l'absurdité, oui. Puis de juste le faire par curiosité. Mais il n'y a pas une religion où je me dis, waouh, c'est ça, bien sûr, c'est sûr que ça, c'est la vérité. Mais il y a forcément un truc, quoi. C'est ça que je me dis, c'est que, tu vois, par exemple, j'étais quelqu'un qui était très. Qui avait très peur de l'intelligence artificielle, par exemple, des robots, de tout ça. Et mon petit frère, récemment, qui lit beaucoup de livres sur la neuroscience ou les choses comme ça, il t'explique par A plus B que en fait les machines aujourd'hui sont à peine 1% de l'intelligence humaine, et qu'en fait il dit on se rend pas compte à quel point c'est miraculeux ce qui se passe dans un cerveau humain, le fait de pouvoir penser, de lever le bras en te disant ce que je suis en train de te dire, en même temps en pensant à ma scène de telle. Mais en même temps, excuse, je veux pas t'interrompre. Non, et juste pour venir, mais de ce truc de il y a un côté très incroyable au fait qu'on soit capable, que ce truc, ce cerveau, enfin le cerveau humain, c'est incroyable qu'il existe, quoi, dans un monde d'infinies possibilités, etc. Le fait qu'il y ait cette science là à l'intérieur de nous, c'est quand même assez incroyable, quoi. À moins vraiment que nous, on soit une intelligence artificielle programmée pour ne pas être capable de recréer sa propre intelligence artificielle. Ah putain, yes. Mais... Je crois que tu viens de résumer la phrase de Buzz l'éclair vers l'infini et au-delà, quoi. Je pense qu'on est un peu au-delà de l'infini. Non, mais c'est parce que c'est... Non, mais tout tourne, là. Tout est un cycle, tout est un cercle. Tu sais, genre, des fois, je pense à, justement, le système solaire, puis là les atomes aussi, tu sais. Puis là, je me dis, bon, d'abord, au lieu de juste y penser, peut-être tu pourrais l'étudier un petit peu, Virginie, au lieu de parler à travers comme... Mais après ça, moi, je l'utilise pour l'humour, donc j'ai pas besoin de savoir tous les faits. C'est pour ça, il y a un but. J'ai pas besoin de savoir tous les faits. D'abord, l'humour, c'est même de laisser des faits de côté pour comme rire, tu sais, pour pointer vers truc une... pas forcément vrai, mais exact. C'est marrant. Ouais. Ben, le plus vrai possible, mais en tout cas, tu caches les vérités dont t'as pas besoin pour que les gens rient, tu sais. Comme quand il y a une blague où je dis que autour de notre planète, c'est dégueulasse. Il y a des vieux restants de satellites russes. Il y a une fusée avec un chien mort dedans. Je sais pertinemment bien qu'elle est désagrégée, cette fusée, puis il n'y a pas de fusée avec un chien mort dedans. C'est très drôle. Mais l'image... C'est drôle. L'image est drôle, tu sais. Donc, je laisse une part de vérité. C'est pour ça que je me permets de parler de science en étant aucunement scientifique, parce que je l'utilise pour l'humour, mais ouais, c'est... Je sais pas qu'est-ce qu'on est, mais au moins, on le ressent qu'on l'est. Oui. Ça devrait être la seule réponse dont on a besoin. Exactement. Il l'avait déjà dit, Jean-Paul, mais... Non, mais... Jean-Paul l'a dit, là, mais après ça, il a tout dit, c'est vrai, je pense, donc je suis, puis c'est la seule chose... dont je suis sûr, et après, tout le reste, c'est de l'interprétation. Oui, parce que même si on n'est pas quelque chose, là, même si on est inventé par quelqu'un, on a l'impression qu'on est, on a une vie, fait que c'est correct, on existe. Si tu le ressens, ça existe. Ben, écoute, sauf si t'es de la paranoïa, puis que, en tout cas, mais... Non, mais je pense... Alors, en tout cas, il y a aussi les plaisirs du quotidien. Exact. Parce que je pense là à cette personne qui m'écoute dans la voiture et qui nous écoute et qui se dit merde, est-ce que je vais foncer dans le mur à côté parce que non, je veux pas que ça fasse ça. Mais évidemment que ça va pas faire ça. Moi j'ai kiffé, aucun risque. Faut juste dire aux gens un peu plus de terre à terre peut-être que c'est très bien et qu'il y a des réalités dans le concret et que tout va bien. Oui, je veux que tout le monde sache que dans le fond. non mais faut pas que tu te sentes comme ça. Non mais le but de la vie, j'ai dit c'est un jeu là, c'est un grand jeu la vie, c'est un grand jeu. Et puis toutes ces craintes-là qu'on nomme, moi je les nomme parce que ça m'a fait du bien, puis ça m'a réconcilié avec exister vraiment. Exactement. Et puis c'est vrai qu'il y a les petits bonheurs du quotidien. Bien sûr. Et genre c'est vrai. Genre un feu qui passe au vert au moment où t'arrives, des choses comme ça, faut en profiter de tout ça, bien sûr. Même si Paris c'est stressant, là, il y a des petits bonheurs au quotidien. Il y a des petits bonheurs à chaque fois, il faut y penser. Et du coup, pour finir sur une note un peu plus légère, et comme ça on termine, mais tu t'excuses pas, c'est moi qui t'ai amené là, et volontairement. Parfait. Et j'ai adoré cette conversation. Il n'y a pas de, c'est volontaire et c'est chambé. Chambé, ça c'est ma. Ça c'est un troisième mot. Chambé, ouais. Truc sur kiff et chambé. Ouais. Et du coup, juste pour terminer, là tu vas partir bientôt. Ça t'a donné envie de revenir à Paris pour faire ton spectacle un jour sur plus longtemps ou un truc comme ça ou pas? Oui, sincèrement, ouais. C'était vraiment un essai. Puis j'arrivais justement en me disant Paris.
j'ai toujours trouvé que c'était une ville un peu stressante. J'aime ça, j'ai la famille ici, mais là, au fur et à mesure que la semaine avant, je suis comme, oh, je pense que j'avais juste peur, là. Et puis là, maintenant, j'y trouve mon plaisir. Ok. Donc, ouais, je vais revenir. Mais après, moi, j'ai jamais l'ambition de faire carrière nulle part. J'ai jamais essayé les trucs. Et puis, justement, venir ici, c'est comme un challenge, c'est un défi, puis ça me garde... je sais pas, là, ça me garde vivante, justement. C'est un petit plaisir du quotidien. Et bah écoute, je pense que c'est une merveilleuse conclusion à ce très bel échange. Merci, Louis. Merci à toi, c'était charmé. Chambé. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut